Le H7, ça ferme, je sais pas, à 21h, mais je reste jamais jusqu'à la fermeture. Ok. Si, je reste jusqu'à la fermeture, mais c'est quand je suis en train de boire des coups au hit, quoi. Puis le 8 ferme plus tard, quoi. Ouais. Parce que vous pouvez vraiment boire des coups hit, quoi. Genre, c'est à ce moment-là. Ah ouais, De quoi ça ouvre à 17h30. Moi, je connais les horaires par cœur. Non, ça ferme à 14h, Ah ouais. 15h et ça rouvre à 16h30. Ouais, c'est ça qui est à intéressant. 17h31. Non, en vrai, moi, je Je fais mets des. genre, En ce moment, je commence à faire de plus en J'ai plus mis des tes grosses horaires. Non. Mais par contre, mes employées, elles moi qui ai font, déjà sorti, elles font en fait. 9-17. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je suis hyper au taquet sur les horaires pour elles. Genre, j'ai pas du tout envie qu'elles fassent des heures sup. Par contre, quand elles sont là. Ça, c'est l'esprit start-upeuse, ça. Après, tu sais que Bah. dans notre génération, en plus, c'est un truc super important qui disent toujours qu'on est beaucoup plus à cheval sur les horaires et c'est un peu plus un truc qui nous touche. Moi, ce que je cherche. Bah, de toute façon, je peux le garder pour le podcast. Mais moi, ce Mais que c'est je lancé, cherche, là. Ça a c'est commencé, plus- ouais. Ah, Ça a commencé. En pardon. fait, c'est un peu la blague du podcast, c'est qu'à chaque fois, on dit pas quand ça commence. Là, ça a commencé depuis 2 minutes, là. Ah oui, d'accord. Là, c'est bon. Ok, donc le hit. Putain, je suis désolé, j'ai pas réussi à me retenir. Je me suis lancé. Non, moi, moi, ce que je regarde vachement plus, c'est l'implication. Enfin, moi, je suis beaucoup plus axée efficacité, genre en un temps réduit, faire un truc, faire des choses, ou la réactivité, tu vois, que de faire des heures et des heures de travail pour que ce soit moins efficace. Enfin, pour moi, les horaires, c'est fait justement pour que tu aies une plage horaire précise dans laquelle tu dois faire un certain nombre de trucs et tu dois être efficace suffisamment. Puis si t'as 12 heures par jour, bah tu fais ton taf en 12 heures, alors que si t'en avais 6, Ouais, tu le fais en après, 6. il faut faire très attention parce que quand t'es un fondateur, c'est hyper différent que quand t'es Ah, mais pas je un parle fondateur. pas forcément pour toi, je parlais plus pour Oui, t'emploi. mais parce du que- coup, par exemple, moi, j'ai une personne dans mon équipe qui est hyper impliquée et qui est la première embauche de notre boîte, Axel, Ouais. et qui, en vrai, vit Orion presque comme Ouais, moi ça au se voit. quotidien. Ça se voit et Ça se elle est sent. incroyable, c'est une pépite. Notre nouvelle embauche aussi, Margot, est une pépite. Mais Axel, tu sens qu'elle est très, très impliquée. Et du coup, moi, j'essaie de faire très attention sur les horaires parce que même si elle est ultra impliquée et que j'ai une chance inouïe qu'elle soit comme ça, j'ai pas envie qu'elle s'use et qu'elle se fatigue, alors qu'elle, elle n'a pas encore, en tout cas, j'espère qu'elle en aura, mais elle n'a pas encore de part dans Orion. Donc, je vais lui en donner, mais j'espère. Mais Ouais. voilà. Donc, faut C'est faire dit très à la gaffe. caméra. hein, Ouais, d'ailleurs. c'est dit à la caméra. plus le choix. Je l'ai dit sur BFM il n'y a pas si longtemps, donc Oh, c'était wow, encore ok. plus. J'ai vu que t'avais participé à un concours, c'est ça Ouais, c'était super drôle. C'était un mélange de Qui veut être mon associé, The Voice et Koh-Lanta. Tout en Genre un. tu Ok, chantais ouais. et tu faisais des Non, épreuves et en même temps tu dis pitcher ta boîte. c'est le format qui était similaire. C'est en gros. Déjà, alors ça, c'est encore un coup de Axel qui est génial. Qui t'inscrit partout. C'est que nous, en fait, on avait dit avec Thomas, tu vois, on a une certaine ancienneté. Enfin, Orion, on commence à arriver à un stade où on peut plus trop faire des concours, enfin, où c'est plus du tout rentable pour nous de faire des concours ou participer à des challenges, des choses comme ça. En termes de temps, tu veux dire? En termes de rentabilité, ouais, de temps passé, Temps accordé par VS, ce que ça va nous rapporter. Enfin, il faut qu'on se concentre sur le business, quoi, tout simplement. Ok, ce qui ouais. est hyper important. Au début, c'était important qu'on fasse des concours. Franchement, si on me demande, est-ce qu'au début, les concours, nanana, franchement, au début, Est-ce qu'au c'est début les bien. concours, non. Oui, du coup, au début, les concours. Non, au début, les concours, c'est bien parce que, notamment, ça te fait. Alors, ça marche pas pour tous les projets, mais il y a des projets comme le nôtre où ça marchait assez bien parce qu'on cochait un peu des cases sociales, l'innovation, l'IA, le fait d'être une femme. Ouais, tu me dis si. Non, c'est d'ailleurs, pour ça plus confort dans ton. Et du coup, on cochait pas mal de cases. Et du coup, les concours, on les gagnait souvent. Donc, c'était assez rentable parce qu'on faisait un pitch de 1 minute et on gagnait 2 000 Ouais. euros. Et bon, par contre, c'était très énergivore. Ça veut dire que moi, je me pointais à tel concours, à tel endroit. Ça me prenait la journée. Une fois, on est même allé à Boston pour faire un pitch. Mais c'était trop bien. Mais juste, au début, c'est rentable parce que ça t'apporte la visibilité que t'as pas et les thunes que t'as pas. Ouais. Et au bout d'un moment, c'est plus le cas. Et même si tu gagnes pas, est-ce que tu te fais pas aussi un peu remarquer derrière Bah, je sais pas, j'ai Parce que fait j'ai que toujours gagner. gagné, en Non, fait. c'est pas vrai, mais oui, effectivement. En plus, tu rencontres des gens, enfin, tu te fais ton réseau, donc ouais, même si tu gagnes pas, évidemment. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, on avait dit à Axel, on ne fait plus de concours. C'est plus dans le market.com, c'est plus notre strat, on fait plus les concours. Mon associé lui avait dit, on s'inscrit plus, tu n'inscris plus rien, machin. Et elle nous avait dit, quand elle a vu le truc BFM Academy, qui nous a contacté sur Insta. Et je lui ai dit non. La première fois qu'elle m'a dit, je lui ai dit non, mais c'est bon, on a dit qu'on fait plus ça. Après, elle m'a relancé, elle m'a dit Steph, t'es sûre? Parce qu'elle me relance et tout. Je lui ai dit bon, ça prend combien de temps de remplir le dossier? Ouais. Elle m'a dit ça prend 5 minutes. En vrai, de toute façon, il y a 600 candidatures, il n'y a aucune chance qu'on soit pris. Je savais même pas ce que c'était. Je lui ai dit bon, vas-y, allez, remplis ton dossier, tranquille, c'est pas grave.
Et en fait, on a été pris parmi les 50 demi-finalistes, les 16 finalistes. Et là, on s'est retrouvés à devoir faire genre 5 émissions sur BFM. Et t'as vu ou pas? Je sais pas si t'as vu sur LinkedIn du coup. Mais Ouais. En je gros, voyais. le premier plein passage... de monde et tout, c'était. Bah, le premier passage, c'était vraiment comme The Voice, où on était 16. On devait pitcher 1 minute 30. Et t'avais 4 coachs qui sont des gens stylés, genre les fondateurs d'une licorne, de Aircom, Ouais. la directrice de BETC, qui est une grosse agence de pub que vous devez connaître. Il y avait 4 coachs, Jade Francine, qui du coup a été ma coach. Tu pitchais, et comme dans The Voice, bah, chacun des coachs levait la main s'il voulait dans son équipe. Hmm. Moi, ils ont tous levé la main. Voilà. Donc Ok. j'ai choisi Jade. Et à partir de l'émission 2, on devait pitcher de façon un peu différente en fonction du nouveau jury qu'on avait. Et à chaque fois, c'était des jurys différents, genre MarketCom. Et du coup, il a fallu qu'on adapte notre pitch pour le jury de 4 marketeurs qu'on avait devant nous. Et après, on se faisait éliminer au fur et à mesure. C'est ton coach qui éliminait. On était 4 par équipe au début et puis elle éliminait à chaque fois un des Ok, candidats. ouais. Voilà, je suis allée en demi-finale, pas en finale. Ouais, mais c'est déjà Ouais, pour c'est une déjà- émission comme ça. Et pourquoi t'avais choisi cette coach en particulier? Parce que B2B, grand groupe, elle m'avait vendu ça et je sentais qu'on aurait sûrement une fibre, voilà, enfin... Même si je suis pas trop, je sais pas si vous avez prévu d'aborder ce sujet, mais moi, la question des femmes dans l'entrepreneuriat, j'ai un avis dessus et qui est que bah, pour moi, comment dire, je suis pas trop pour les incubateurs spécialement féminins ou les choses spécialement féminines, parce que pour moi, c'est pas comme ça qu'on sert la cause. Et Jade, elle est assez d'accord avec moi sur ça. Donc en fait, on fitait bien d'un point de vue mentalité C'est aussi. un truc de vision quoi. Tu peux rappeler ce que tu fais en fait. Ah Parce oui. que nous on sait. Oui, Mais on est n'a les seuls pas à du tout savoir. dit, personne sait. C'est ça. Précoce. Donc moi, je suis Stéphanie Robieux, j'ai 26 ans. De base, je suis ingénieure et je suis cofondatrice et CEO de Orion, avec 2 O au début, comme les 2 yeux. Et Orion, c'est une application mobile pour personnes déficientes visuelles, donc malvoyantes et aveugles, qui les aide en instantané et juste à partir de la caméra de leur smartphone à identifier et retrouver précisément les éléments dans l'environnement. Donc vraiment, le principe, c'est je suis déficient visuel, j'ai posé mon trousseau de clés quelque part, où je l'ai fait tomber par terre, où je cherche une prise électrique dans une chambre d'hôtel. Je vais utiliser Orion pour balayer l'environnement et chercher cet objet qui est genre la prise électrique. Et quand Orion va voir cet objet, grâce à notre intelligence artificielle, qui est du computer vision, ça va lui dire cet objet est là. Donc ça marche comme ça marche aussi dans l'autre sens où on peut donner des descriptions instantanées. Ça marche aussi pour du texte, tu peux retrouver du texte grâce à Orion. Genre t'es dans la rue, tu cherches la pharmacie, tu sais qu'il y a écrit pharmacie dessus, tu vas pouvoir trouver des éléments grâce au texte. Et Après, chacun ça te peut- donne des indications pour Voilà. t'orienter, Et etc. après, il y a toute une ergonomie qui a été bossée. En fait, Orion est né d'une rencontre avec une dame aveugle. Que j'ai fait cette rencontre il y a 3 ans pendant un événement à Lyon quand j'étais étudiante en école d'ingé. Qui avait fait tomber son trousseau de clés de ses poches en rentrant chez elle dans le sol d'immeuble. Bon, vous l'avez sûrement déjà entendu quelque part ce pitch, mais c'est parce que c'est vraiment ça l'histoire. Elle a fait tomber son trousseau de clés et elle a dit en fait, nous, déficients visuels, au quotidien, l'identification, c'est con, hein, mais l'identification et la recherche des éléments, ça nous prend du temps, de l'énergie, on se retrouve à 4 pattes par terre, c'est humiliant. Parfois, ça nous demande de demander à une personne extérieure, donc l'autonomie, on la perd à ce moment-là. Et donc, que ce soit dans un lieu qu'on connaît, mais qui est mouvant, parce qu'il y a d'autres personnes, ou un lieu qu'on ne connaît pas, on a un sujet sur ça. Et c'est dommage parce qu'il y a des algos d'IA qui commencent à naître et tout. Et à l'époque, c'est pas 2024, c'est 2021, l'IA commence tout juste à être quelque chose qu'on apprend en école d'ingé, qui est qui commence à être optimisé. Mais du coup à ton époque. Enfin, mon époque. Non, quand t'as fini Ça l'étude va. quoi. Ouais, 2021, en gros, je sais pas si ça 2020, colle. 2021. Si, c'est ça, c'est ma dernière année. C'est ça. Donc, en fait, je suis entrée en dernière année. Donc, moi, j'ai fait Centrale Lyon, qui est à Écully. Après une prépa, et j'ai fait un parcours classique. Et au début, je devais pas du tout être... Enfin, j'avais pas du tout prévu d'être entrepreneur. C'est vraiment l'idée. Moi, c'est l'idée d'Orion qui m'a fait devenir entrepreneur. Entrepreneure, je dis ça. Je dis pas entrepreneuse, j'avoue. Et du coup, en dernière année, en fait, on avait eu l'idée d'Orion pendant les études, genre en 2e, en 3e année. Mais ça vivotait, on était 6 sur un projet, on faisait un truc un peu dans le cadre de nos études. Et en fait, moi, à l'aube de ma dernière année, j'étais en césure, c'était le Covid. Et moi, je me suis dit, non mais en fait, moi, j'y crois vraiment. Ça a l'air de me plaire, ce mood un peu entrepreneur. Ça a l'air d'être un truc un peu pour moi. Je voulais faire du bâtiment, mais je n'étais pas forcément convaincue. Okay, ouais. Du coup, j'ai dit, rien à voir. J'ai fait stage en conduite de travaux, en bureau d'études structure, à Singapour, dans un bureau d'architecte. C'est qu'il n'y a vraiment aucun rapport là, ouais. Ah, ça n'a rien à voir. Mais par contre, du coup, j'ai senti que le quotidien, le mood entrepreneur,
En fait, c'était ça que je voulais faire en fait dans la vie. Mais je l'ai senti à ce moment-là et j'ai surtout senti que mon idée, j'y croyais vraiment et j'étais vraiment prête à la défendre. Et donc j'ai dit à mes potes, vous faites ce que vous voulez, mais moi à partir de septembre, ma dernière année, je rentre à l'EM Lyon en échange pour pouvoir avoir des cours en management, marketing, enfin, d'autres matières que des matières de l'ingénieur classique. Ça m'aidera sûrement pour l'entrepreneuriat et du temps. Et je vais monter vraiment Orion. Une vraie entreprise. Et aussi, et je leur ai dit, suivre, ils pouvaient te suivre. Et je leur ai dit exactement ça. Je leur ai dit, si vous voulez me suivre, vous pouvez. Mais vous n'êtes pas obligés. En gros, qui même me suivent. Enfin, si vous voulez continuer, qui veut me suivre. Et ils ont tous voulu continuer. Okay. Et du coup... Déjà, l'art du pitch à ce moment-là. Voilà. Attends, du coup, c'était 6, c'est ça à ce moment-là? On était 6. Ok, parce que vous êtes plus 6 là, je crois. Ouais, t'es avec Thomas. Thomas, bien il était vu, déjà dans... Je crois que... Il s'est passé pas mal de choses. Alors, on était 6, dont Thomas. Et en fait, assez vite, on a compris qu'à 6... Donc moi, j'ai décidé de me mettre à 100%. J'ai dit à mes amis, et on a fait une bêtise à cause de moi, mais j'aurais dit, on crée vraiment la société. Beaucoup trop tôt, c'est une erreur. Bon. Mais il y avait des raisons à l'époque, parce que c'était, pour moi, un moyen de dire, ok, vraiment, si on le fait, c'est plus j'en parle, machin, c'est on pose des statuts. Et on le fait vraiment. On met 1 euro chacun, je m'en fiche. On a vraiment mis 1 euro chacun. Mais on les crée, comme ça, vous allez comprendre que je ne suis pas en train de rigoler, là. Je vais vraiment le faire. Tu avais déjà cette position un peu de... En fait, c'est à ce moment-là que j'ai pris le lead. Mais avant, j'étais pas la lead du projet. Enfin, avant, il y avait un autre chef de projet. Et du coup, ils ont tous dit, ok, allez, on y va. Sauf qu'il y en a un qui faisait une thèse, l'autre qui finissait ses études, qui avait son premier CDI. Donc, en fait, on a continué, mais j'étais la seule à 100%. J'ai pas fait de stage de fin d'études. Ça a été un choix qui était un peu difficile à faire parce que quand tu sors d'une grande école, le stage de fin d'études, tout le monde est en mode c'est le truc le plus surtout important. l'EM et tout. L'EM central, c'est en mode ton stage de fin d'études va définir ta carrière. Ouais. Genre si t'es dans une boîte de conseil, genre à Bearing Point, et ben tu vas sûrement faire une grosse carrière en conseil. Qui est là-dedans en plus après. Et moi, honnêtement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé mon père et je lui ai dit écoute, là j'ai 2 options. Soit je fais pas de stage de fin d'études et je me consacre à la place de mon stage de fin d'études, je prends le statut étudiant entrepreneur et je monte ma boîte. Mais pour ça, il va falloir que vous me souteniez, ma famille, parce que j'aurai pas de salaire et ça risque de durer X temps, mais je sais pas combien de temps. En t'apportant un logement ou c'était plus en j'ai mangé au pire moment? En tout. Bah okay. Oui, en logement, parce que mes potes, ils allaient partir en stage de fin d'études à Paname. Et même ensuite, j'allais devoir vivre sans revenu pendant un certain temps. Enfin, en fait, j'ai dit à mes parents, soit je fais mon stage de fin d'études, soit je fais pas mon stage de fin d'études pour monter à Orion, mais dans ce cas-là, ça veut dire, désolé, mais si c'est ok pour vous, que vous me souteniez pendant 1 an. C'est un vrai sujet, j'ai l'impression, ce truc de... Si tu te lances des fois, bah t'as pas de prêt à faire, du coup, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents. Alors j'ai eu la chance d'avoir une réaction incroyable du côté de mes parents, qui est que mon père m'a dit, et je vous dis la citation et dites-le à vos enfants, il m'a dit le seul risque que tu prends là, Stéphanie, c'est de réussir. Donc fais-le. Ok, waouh. Moi-même j'ai des frissons. Mais à ce moment-là, t'es à quelle étape du projet pour que tu puisses... Zéro. Parce que de base, il y avait eu des prototypes ou pas du tout pendant les projets de on avait eu des prototypes, on avait fait sous-traiter ça, je sais pas qui. Non, quand même, en tant qu'étudiant, t'avais déjà... Ouais, mais en fait, on n'avait rien fait. Enfin, il fallait avoir une base quand même pour pouvoir dire... En fait, on avait une idée. On avait un embryon d'idée. On avait fait des questionnaires pour des déficiences visuelles. Enfin, on avait creusé la question de la déficience visuelle et de l'IA dans ce cadre-là. Mais on n'avait rien de concret. Il fallait que je reparte de zéro, que je fasse... J'ai fait un tour de France des assos, j'ai pris 1 mois où j'ai voyagé toute seule dans toutes les assos de France, enfin dans 15 assos, pas toutes les assos de France, mais 15 assos de déficients visuels, pour leur dire, ok, voilà est-ce qu'on est ok que c'est intéressant qu'on fasse ça? Est-ce que ça vous convient? Comment vous l'imaginez? Et en fait, c'est de là qu'est parti Orion. Et du coup, il a fallu que vraiment je me mette à 100% pour que ça commence réellement. Enfin, voilà. Mais c'est un peu un truc, j'ai l'impression que même là, nous, quand on a des projets, tu sais que tu pourras vraiment pas y arriver à fond si tu te mets pas à 100%, mais tu as ce truc de risque. Et je pense qu'il y en a plein qui essaient de le faire un peu entre deux, entre un CDI et un... Moi, j'ai un avis très tranché sur ça. Vas-y, dis ton avis très tranché. Allez, le suspense. Désolée, je vais reprendre la phrase, t'inquiète. J'ai un avis très tranché sur ça, moi, qui est que je pense que c'est quasiment impossible d'avoir l'impression que entre guillemets ta vie en dépend et que du coup faut te donner tous les moyens et dans un temps restreint, etc. Si t'es pas à 100%. Plutôt de la motivation que des moyens finalement. En fait, c'est plutôt des deadlines, des échéances. Enfin, j'ai des exemples autour de moi d'entrepreneurs qui se sont donné 1 an pour monter une boîte et qui l'ont fait
et parce qu'ils avaient cette espèce de deadline dans leur tête. Ceux que je connais qui se sont dit, bon, on va le faire en parallèle d'eux, et ben en fait, assez vite, ça devient le side project. Et il y a certaines étapes que franchement, que je pense que tu peux franchir que si... Ouais, je suis d'accord. Et puis même avoir cette espèce d'épée de Damoclès de te dire, ben... Mais si ça marche pas, je suis dans la merde. Je suis à la rue. Exactement. Il y a d'autres entrepreneurs même du H7 qui le diraient mieux que moi, mais effectivement, le fait de pas vraiment avoir de plan B ou de matelas et tout. Moi, je trouve que c'est hyper lié à la question de se payer quand tu es entrepreneur. Et j'ai eu un super conseil d'une de mes coachs de mon ancien incubateur. En fait, au bout d'un an, donc mes parents me payaient mon quotidien, etc. Et au bout d'un moment, je sentais que j'allais approcher des 25 ans. Dans ma tête, je me disais, et puis j'ai des frères et sœurs, j'ai des sœurs, et qui, elles, notamment une qui, tu vois, à 23 ans, elle était déjà alternante, elle avait son premier salaire, etc. Ouais. Moi, je voyais les 25 ans approcher, et j'étais encore mes parents qui me payaient mon loyer, quoi. Et je me suis dit, en fait, là, je sais qu'il y a une frustration qui est en train de se créer dans mon cerveau, qui est que je me paye pas avec Orion, que là, je vais approcher des 25 ans. Je sens qu'il faut absolument que je me paye avant mes 25 ans, pour être psychologiquement pour être voilà, indépendante, et que je me dise ok, c'est bon. Et j'en ai parlé à cette coach qui m'a dit, Stéphanie, le truc que vous oubliez trop les entrepreneurs, c'est que vous êtes la première ressource de votre entreprise. Si toi tu as une source de frustration, même si elle est toute petite et que tu la sens venir dans 6 mois, mais que tu la sens venir, ça doit devenir ta priorité numéro 1, parce que si toi t'es plus sur le projet, tout le reste, moins de suivre aussi. tout le reste n'a plus d'intérêt, en fait. Ouais. Donc elle m'a dit, Stéphanie, si c'est ça que tu sens venir comme frustration, ça doit être ton prio numéro 1. Tu trouves un moyen pour qu'en février 2000, je sais plus combien, tu te payes ton salaire et que tu sois indépendante. Et du coup, j'ai été indépendante financièrement le mois avant mes 25 ans. Et donc j'étais très fière de ça. Si c'est pas indiscret, c'est quoi le premier salaire que tu te verses, c'est combien? C'est peu, hein, c'est assez peu. Assez pour vivre, donc je sais pas, 1200, 1300 C'est pour vivre à Lyon en plus. L'alternant, quoi. Oui, un salaire un micro-truc. Enfin, un micro-truc, non, ça dépend des mais t'es à Lyon, donc en même temps, tu peux pas non plus te payer. Je suis à Lyon, en fait, j'avais déjà une coloc, donc j'avais au moins le loyer. Ouais, en vrai, j'avais calculé mes charges, mes frais. En vrai, c'est aussi le truc, c'est que, mais ça revient exactement à ce que je viens de dire, qui est, faut aussi que tu te dises, t'es la première ressource de ton entreprise, donc il faut pas qu'au quotidien, ça te frustre. Par exemple, moi, en ce moment, pour être tout à fait transparente, puisqu'on est là pour ça, donc je me paye vraiment pas beaucoup, pas du tout le salaire le plus élevé de ma boîte. Je sens que je commence à en avoir marre de me payer aussi peu, entre guillemets. Par chance, ma boîte va mieux, donc voilà, on va pouvoir avancer. On commence à faire du chiffre depuis 1 an, et on va pouvoir on va lever très prochainement des fonds. Et donc, je l'ai en tête que je vais intégrer dans cette levée de fonds le fait de me payer plus. Parce que je suis, et mon associé et moi, on est les 2 ressources clés principales de notre entreprise. Genre, si un de nous 2 n'en peut plus, tout le reste, ça devient futile, quoi. Voilà. Précoce. Oui, pardon, juste, ça fait combien de temps que t'as lancé vraiment? Parce que tu sais, t'étais dans ton histoire. Après, t'as dit, ok, après on s'est séparés, etc. Machin. Et après, du coup, ça c'était quand ce moment-là? Parce que tu disais, tu t'es payé. Donc en gros, à la toute fin 2020, j'ai dit on crée les statuts. Oui, ça, donc ça fait 2020, ça fait faire. 2020. Après, là, ça veut dire que c'est vraiment le jour 1, c'est fin 2020, mais en réalité, le début, c'était à partir de janvier 2021, où j'ai intégré le premier incubateur, où j'ai eu les premiers vrais coachs qui m'ont vraiment dit donc ça fait genre ton 3 ans et équipe demi, de 6, jamais tu iras nulle part à 6, donc il faut que tu leur dises de partir. Du moins, il faut que tu réduises l'équipe. C'était hyper dur parce que c'était genre la seule ressource que j'avais, c'était mes 5 potes. Il fallait que je dise aux gens de partir pour des raisons réelles. Donc j'ai dit à 2 personnes de partir. Mais t'avais 23 ans à ce moment-là, c'est ça? Et j'avais 22 ans. Si t'avais plus que 25, t'aurais pas été invité. Si Non, à ce moment-là, j'avais 22 ans. Attends, je suis de 98. On sait que t'as moins de 25 déjà, c'est sûr. Ouais. Bah, je suis de 98, donc j'avais 22 ans et quelques. Parce que c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure en off quand t'es arrivé. La raison pour laquelle on t'a invité et sur laquelle on a vu Orion, c'est que quand on a appris l'existence d'Orion, on a appris aussi au même moment que t'avais 22 ans quand tu l'as lancé. Et vu l'ampleur de tout ce que tu nous racontes et comment tu le mets en avant, et justement, quand on utilise l'appli, on voit que c'est vraiment ouf. 22 ans, c'est chaud, quoi. Bah... Et à 22 ans, moi, ce que je trouve trop impressionnant dans tout ce que tu dis, c'est qu'à 22 ans, t'avais déjà
cette mentalité, alors que je sais que lui, il a déjà 22 ans, moi, de l'année prochaine. J'ai 23 ans, mais on n'est pas assez potes pour qu'il sache. C'est ça? Non, mais il a déjà 22 ans. C'est une blague, c'est une 23. blague. C'est à 22 ans, t'avais cette vision, tu t'es dit, je fais pas autre chose, quoi. Et t'es rentré dans l'incubateur, tu t'es lancé, et toutes les étapes qui suivent, quoi. Ouais, vraiment, se mettre à fond dans un truc précis. T'avais une Avant vision, d'avoir quoi. C'est la question, est-ce que vous pensez par exemple qu'il y a des gens qui sont faits pour l'entrepreneuriat et d'autres qui sont pas faits pour? Quand ils naissent ou quand ils ont fini leurs études? Je sais pas, au fond d'eux, je ouais. pense que oui, moi, parce que j'ai autour de moi, j'ai vraiment des gens qui sont en mode, c'est cool ce que tu fais, mais moi, monter ma propre boîte, avoir tout ce stress, tout ce risque, ce non-confort, machin, enfin, il y a des gens que ça attire pas du tout. Mais c'est déjà un pied dedans. Des fois, quand t'as un petit pied dedans, je sais pas, en faisant des projets en cours, des trucs comme ça. Moi, j'avais absolument aucune connaissance de l'entrepreneuriat. Oui, J'ai voilà. personne dans ma famille qui était entrepreneur. En fait, moi, dans ma famille, il y a beaucoup d'ingénieurs et de médecins. Et donc, moi, j'étais vraiment destinée à avoir un parcours d'ingénieur classique. Je sais pas, j'allais faire du conseil 2 ans, j'allais sûrement faire du conseil, je pense, parce que j'aurais intégré un grand groupe. Et puis, je sais pas, j'aurais fait un truc vraiment classique. Et je pense que c'est un peu je pense que c'est de l'ambition / le goût du risque. Je sais pas si c'est le goût du risque. En tout cas, j'avais l'impression que à travers l'entrepreneuriat, j'avais un risque de vraiment réussir un truc stylé. Et du coup, comme disait ton père. Comme disait mon père très justement. Non, mais en fait, je me disais, entre un parcours classique où t'es sûr que tu vas être bien, mais t'es aussi sûr que tu vas juste être bien. Tu vas être bien financièrement, mais est-ce que tu vas être bien... Tu vas pas spécialement sortir des sentiers battus, marquer quelque chose, enfin... Tu vas pas créer quelque chose. Enfin, après, moi, j'ai été inspirée parce que j'ai un grand-père qui était scientifique et qui a découvert la fusion nucléaire par laser. Et j'ai toujours trouvé ça stylé. Attends, mais on est les mêmes darons dans cette émission. Non, mais c'est pas ça. Mais d'ailleurs, j'ai prévu de bientôt en parler sur LinkedIn parce qu'en fait, ça m'inspire parce que je me suis... Ouais, il était trop fort. Mais j'ai pas eu la chance de beaucoup échanger avec lui sur ça parce qu'il est décédé quand j'étais jeune. Mais je pense que ça m'a donné un peu l'inspi de me dire, t'as quand même des gens qui font des trucs vraiment très stylés dans leur vie. Puis c'est accessible parce que c'est ton grand-père, donc en fait, c'est quelqu'un de ta famille, tu te dis, ouais, mais ça veut dire que c'est faisable, même après, jamais j'ai eu accessible dans le sens niveau similaire. Possible, même à mon échelle j'ai 12 ans. Quand tu connais quelqu'un, enfin, je veux dire, si tu connais une célébrité ou un acteur ou un sportif dans ton entourage et tout, tu te dis, ok, bah lui, je le connais, je sais que c'est un humain comme nous et tout, si je le touche, enfin, tu vois, c'est palpable. Et ça marche, donc ça te donne tout de suite beaucoup plus de crédibilité. Je pense que ça m'a donné un peu ça m'a mis les petites étoiles dans les yeux en mode en vrai, sois ambitieuse et comme une autre phrase de mon père, mets-toi à la hauteur de ton ambition, mais en gros sois ambitieuse et en vrai tente-le et au pire tu réussis. Sur ta question de est-ce qu'on pense qu'on est entrepreneur ou qu'on devient, etc. Je pense qu'il y a 2 parcours, tu vois, différents. Il y a un truc où t'as envie de l'être parce que tu sens que c'est en toi, mais t'as pas forcément d'idée et vas-y, je tente des trucs et ça marche pas. Et il y a ton parcours à toi qui est inspirant parce que je pense que l'ambition, tu l'as toujours eu de toute façon. Parce que si tu fais Centrale, en bout d'un moment, déjà, c'est que t'as une certaine ambition dans la vie. Mais où c'est l'idée de la boîte et qui te vient et donc d'un coup t'es habité par ça, tu vois. Peut-être que si t'avais pas eu cette idée ou que ça aurait été une autre idée ou un autre truc, tu serais pas allé sur ce chemin là, tu vois. Et souvent c'est les plus beaux projets ou les projets que tu peux porter le plus loin parce que tu l'habites en toi, quoi. En vrai, je trouve que t'as hyper raison. Je pense que effectivement il y a 1000 scénarios où j'aurais pas du tout monté ma boîte. Et il se trouve que c'est juste parce qu'il y a eu un espèce d'alignement des planètes. Enfin, je pense vraiment, j'ai beaucoup de vocabulaire sur les étoiles et les planètes, je me rends compte. Orion est une constellation. C'est ce que j'allais dire, il y a déjà tu sais que la éditoriale, quoi. Tu sais pourquoi t'es parti là-dessus, quoi. Oui, on sent c'est ce que dirait un mec, un analyste, un psy dirait il y a un truc avec les étoiles. Freud dirait des trucs bizarres, je pense. En tout cas, je pense que moi, si ça avait pas été pour cette idée qui m'a un petit peu... en fait, j'ai trouvé que c'était un sujet... Le sujet de la vision qui m'a marqué au moment où il a fallu qu'on choisisse un petit peu dans ce projet des cibles ou des domaines. Je trouvais que la question de la vision est quelque chose, qui résonnait chez moi.
Et l'IA, moi, je sentais à l'époque, je trouvais que c'était probablement l'avenir, mais c'était peut-être une question de Parce qu'en vision. 2020, on avait quoi comme info dans le grand public, je veux dire, qu'est-ce qu'on savait, nous, à notre en école d'ingé, échelle? on apprenait... Il n'y a même pas de chat GPT, etc. Non, Ah pas non, du tout. justement. On était loin de là. Justement, c'est bien pour ça que je dis ça. C'est pour c'est ça, qu'est-ce qui aurait pu te... Ça, je pourrais en parler des heures aussi, mais Ok. c'est vrai que quand ChatGPT est sorti il y a 1 an à peu près, la première version, peut-être un peu Un plus, petit peu plus, mais ouais, c'est ça. moi, ma réaction, qui n'a pas été celle de mon associé Thomas, qui a un profil beaucoup plus tech, moi je me suis dit, ok, ça y est, ça va disrupter tout ce qu'on a fait depuis 3 ans, quoi. Bon, en réalité, non, parce que nous, c'est de la computer vision, basée sur des bases de données d'images, du dataset qu'on a construit nous-mêmes, enfin voilà. Mais en gros, il y a 3 ans, ce qu'on commençait à savoir en école d'ingé, c'est que tu pouvais utiliser de la reconnaissance d'images pour faire tout un tas de choses, genre l'imagerie médicale, donc il y a plein de domaines dans lesquels des algos intelligents, donc des réseaux de neurones qui peuvent apprendre eux-mêmes par corrélation à faire des liens entre plusieurs éléments dans une photo par exemple, et que ça c'était quelque chose qui était de plus en plus faisable par tout le monde en fait. Puis on commençait à voir le MIT qui faisait la langue des signes, je me souviens, c'est un truc comme ça à Ouais, l'époque. alors c'était c'était à peu près à ce moment-là, non, ça, je me disais, il y a des trucs comme ça qui se passaient. Et du coup, c'était ça. Et du coup, effectivement, là où tu as complètement raison, c'est que je pense que ça aurait été une autre idée. J'aurais pas pu tenir aussi longtemps. Oui, parce que du coup, là, on est quand même 3 ans après. Et que franchement, c'est bien parce que je crois profondément, au plus profond de mon être en ma boîte, que j'ai persévéré. Précoce. Avant de passer sur pareil, sur toute la partie autre que l'appli et tout, juste pour revenir sur la création de celle-ci. Une appli tech IA comme tu l'as décrite, c'est quoi les étapes pour les gens qui nous écoutent, qui sont un peu dans ce domaine et tout, de lancement, de création d'une telle appli? Par quoi est-ce que tu passes par étapes? Tu fais une V1, tu fais valider, je sais pas. Alors déjà, quand même, j'ai le devoir de dire que avant de vous lancer dans le développement tech, c'est vraiment ultra important parce que j'ai eu un exemple dans mon entourage de gens qui se sont lancés dans le développement d'une app mais qui n'avaient pas fait le test avant de si c'était vraiment ça dont les gens avaient besoin, si c'était vraiment ça que pour lequel les gens allaient payer. Enfin, en fait, avant ça, que vous soyez tech, mais même le plus tech des techs, il faut absolument que vous validiez avant que vous répondez à un besoin avec cette app. C'est ce Sinon, que ça disait sert à rien. Enzo, notre précédent invité, qui a lui monté une application justement, mais B2B également, c'est ça. Enzo qui a monté bien sûr, je le connais très bien. voilà, Mindseed. Ouais, je le Et connais. il On disait est dans le que- même incubateur. Bah voilà, les incubateurs qui refusent les projets B2C, toutes les applications B2C, ils les refusent tous. Parce qu'ils disent, en fait, les mecs n'ont pas fait d'études de marché, le mec a même pas cherché à comprendre, il a juste eu une idée et il disait qu'il y avait des incubateurs vraiment qui regardaient même plus les dossiers quand c'était du B2C en application. Il a sûrement raison. Moi, je sais pas. En tout cas, après, il y a appli et appli. En fait, la vraie question Oui. derrière, c'est le besoin. Typiquement, nous, on nous a souvent comparé à d'autres applis au début, parce qu'on disait le début du pitch, c'est une application mobile qui. Donc là, les gens, ils sont en mode waouh, attends, on n'aime pas les applis. Encore une. Encore une. Sauf qu'en fait, nous, c'est un outil en fait. Enfin, Ça pourrait d'ailleurs, être une on techno nous qui se recommande répare. pas de dire appli, on nous dit dites plutôt outil. Oui, mais bon, c'est sous la forme d'une appli que tu télécharges sur l'App La Store. techno, elle est possible aussi d'aller la mettre sur d'autres appareils en Complètement. soi. Et... Complètement. Donc pour moi, c'est pas tellement une question de appli. B2C, B2B, pareil, c'est un sujet Je ancestral. pense qu'il de parlait à qui beaucoup tu vends. des trucs genre, les gars, on a trouvé un concept d'appli, alors en fait, c'est un Tinder, mais des. Voilà. Mais Et oui, non, mais ça, par contre, on a plein. Il y a C'est un pour ça milliard que d'aspects. moi, j'ai connu des gens qui ont passé des années, des mois, Sans- très très longs, voire des années, à développer des choses. Après, ils auraient peut-être dû pivoter. Il y a eu des choses qui, peut-être, ils auraient dû faire. Mais en tout cas, la chose qu'ils n'avaient pas fait au début et qui leur a joué des défauts, c'est d'avant de commencer la première ligne de code, mais vraiment avant même la toute première, il faut d'abord faire l'étude de marché. Même pour un produit, en vrai, même pour un produit, n'importe quoi. Moi, Première. par exemple, j'ai fait un tour. Alors, c'est chiant, hein, c'est l'étape chiante parce que c'est l'étape où École tu de commerce, produis pour rien, moi. où c'est pipeau, où tu as l'impression que tu crées rien, où c'est énergivore, où tu te confrontes. Franchement, moi, mon Tour de France des assos, je mentirais si je disais que j'ai kiffé. Enfin, j'ai passé 1 mois toute seule dans les trains, même pendant la fête de la musique, j'étais à Chambéry toute seule. Enfin, j'adore pas bien, la fête de la Chambéry, musique à Chambéry. j'adore. Mais si, c'était super sympa en plus. Mais tu vois, mes potes, ils étaient à Lyon, tranquilles.
aller se confronter au terrain. Et en plus, dans notre cas, le terrain, il était particulier. C'est le déficient visuel. Moi, je suis pas déficient visuel. Donc, je savais tout de suite qu'on allait mettre des bâtons dans les roues en mode t'es voyante, tu développes quelque chose pour les déficients visuels, qu'est-ce que t'en sais? Donc, c'était ultra important dans mon cas, dans notre cas, Orion. Mais je pense que c'est important dans le cas de tout le monde. Puis en plus, ça a dû faire. Enfin, je veux dire, toi, tu pars avec une base très précise de ce que tu as en tête, de comment tu voudrais aider les personnes. Mais en les interrogeant, tu as des trucs qui viennent s'ajouter, des problématiques, et tu as des trucs surtout, tu te dis, bon, ok, ça, je l'avais en idée, mais personne ne m'en parle, j'enlève, etc. Ça te fait évoluer ton idée pour ensuite commencer à coder potentiellement, etc. Complètement. Ouais, après, on a fait une V0. Effectivement, c'est bien d'avoir un POC au début pour pouvoir le faire tester. C'est quoi un POC, un proof of concept, donc Ok. un premier essai qui montre un peu, sans être parfait du tout, montre l'idée de ce à quoi ça va ressembler à la fin. Dans le principe, nous, c'était fondamental dans notre cas qu'on fasse ça. Évidemment, bah oui. Qu'on fasse un POC, qu'on le fasse tester, en fait, qu'on se rende compte comment les déficients visuels se servent d'un smartphone. Ah oui, ok, en fait, c'est comme ça. Mais je pense que c'est important dans tous les cas. Et d'itérer, mais pas trop itérer. Parce qu'en fait, il y a un moment, je me souviens, c'était laborieux ce moment où j'étais dans l'incubateur et puis mes coachs me disaient, bon, bah maintenant c'est bon, t'as ta première version, sors-la. Et moi, j'osais pas. J'étais là, non, mais elle est pas assez bien, parce qu'il y a pas tel truc et tout. Et en fait, c'est juste que t'as peur, quoi. Tu voulais une VDF en V0. Ouais, c'est ça. Tu veux une VDF, tu veux être sûr que c'est bon, ça va plaire et que machin. Alors qu'en fait, faut juste la sortir. Et puis t'as les 10 premiers utilisateurs, ils te disent, il y en a 5 qui disent c'est nul, 5 qui disent c'est bien. Ceux qui disent c'est nul, ils t'expliquent pourquoi. Bon, bah voilà, tu sors une V2 et puis après, progressivement, tu itères et tu te rapproches de plus en plus vers une version acceptable. Nous, la première version, vraiment, on va dire, qui était mature en termes de performance, de fonctionnalité, d'acquisition et de rétention, on va dire, on l'a atteint en janvier 2023. Ok, ouais. Wow. Enfin, en janvier 2022, on a sorti une première version et on a 1 an à faire ces itérations-là. Précoce. Ok, et bah écoute, est-ce que là on a bien parlé de l'appli et tout, est-ce que ça serait pas le moment de faire le premier jeu? Tu veux faire le jeu où justement on essaye l'appli? On essaye Ouais, l'appli. je pense que c'est ça. Est-ce que ça te va? On essaye l'appli. Bah ouais, Ouais. attends, on Bien n'avait sûr. pas. Alors, En faisant des jeux, on va pas quand même faire un jeu où on écoutez. n'essaye pas l'appli. Et ça, si tu veux, comme ça. Donc VoiceOver, pour les gens qui ne sauraient pas, mais je pense que les gens quand même savent, c'est une option d'accessibilité de l'iPhone qui est particulièrement bien parce qu'elle permet de rendre les téléphones accessibles aux déficients visuels. Donc plusieurs fonctionnalités. Nous, c'est plus chercher un objet qui est phare ou chercher un texte. Objet à proximité, c'est assez stylé aussi. On a intégré de la Gen AI dernièrement, donc ça donne des descriptions très 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 stylées. Justement, petite parenthèse, mais moi, là où la Gen AI, il y a 1 an, je le voyais comme un danger pour nous, en fait, opportunité de malade. J'ai vu ton post LinkedIn là-dessus. T'as vu mon post LinkedIn là-dessus. Mais tu sais que mon post LinkedIn, j'ai mis 2 semaines à l'écrire parce qu'en fait, la première semaine, j'étais juste en PLS. Et j'étais pas du tout d'accord avec mon post LinkedIn. Et en fait, il a fallu que 45 personnes me disent, mais non, Steph, c'est une opportunité de ouf pour C'est un peu vous. de la com de crise en plus. Ouais, complètement. Et là, je prépare un autre post Explique LinkedIn. pourquoi du coup. En gros, donc quand OpenAI a sorti GPT-4 sa première version, c'était hyper impressionnant parce que quand tu lui donnais un texte, il te répondait. Enfin, c'est en fait de la Gen AI, le fonctionnement est différent que de la reconnaissance d'image. C'est pas du tout la même IA. Mais on voyait venir le truc. Quand ils ont commencé à sortir, je sais plus quel GPT-4o, où tu pouvais donner une photo et que ça te l'analysait, là on s'est dit waouh, ça se rapproche quand même pas mal de ce que nous on a travaillé pour faire, tu vois. Et là, moi j'étais, à chaque fois qu'il y a eu des sorties comme ça, je me suis dit ok, c'est fini. Dans ma tête, je me disais c'est fini. Orion, nous, on s'embête depuis des années à faire des algos de reconnaissance de texte, d'images performants, en entraînant sur des milliers de photos. Enfin, je me suis dit, ils vont disrupter notre marché, quoi. C'est la démo d'OpenAI où ils filmaient et ils parlaient en même temps, c'est ça. Et je peux te dire que j'ai passé une mauvaise matinée quand le lendemain, tout le monde, absolument tout le monde dans mon entourage m'a envoyé cette vidéo et m'a dit, bon bah vous êtes comment du coup Orion par rapport à ça? Et moi j'étais en mode mais arrêtez, enfin du coup laissez-moi tranquille. Parce que tu te rends compte quand même à ce moment-là, enfin c'est les quelques fois dans ma vie d'entrepreneur où j'ai eu l'impression qu'en fait un truc allait balayer mon travail depuis 3 ans, de mes tripes quoi. Juste parce que c'est une innovation technologique qui vient disrupter tous les marchés. C'est drôle, c'est que c'est une des questions qu'il y a là, dans ces papiers-là, à laquelle tu viens de répondre, c'est ça, Mhm. la dernière. Mais après, du coup, oui. Je vais la lire. Donc en fait, tu pourrais la lire, mais en fait, fait, voilà, t'as déjà répondu, donc c'est mais ce exactement ce qu'on voulait savoir. C'était vraiment un truc qu'on voulait savoir, c'était un des... Mais du coup, c'est le truc que je dirais si on me disait une boîte dans la tech. Je dirais, c'est ça le gros inconvénient dans la tech, surtout actuellement dans l'IA.
Enfin, ça va très très vite. Ouais. Et du coup, c'est moi, enfin pour une personne comme moi, c'est un peu déstabilisant. Mais quand tu as un associé comme mon associé, où lui il te dit tranquille, lui il connaît très bien, c'est vraiment un data scientist qui s'y connaît hyper bien en IA. Lui, ça lui a pas fait peur. Et lui il m'a direct dit non mais Steph, tranquille, genre des algorithmes de GenAI, il en existe depuis des années. Et en fait, assez vite j'ai compris que c'est pas que ça allait nous disrupter, c'est que tout le monde allait pouvoir s'en servir et que dans notre cas, ça allait être encore plus pertinent et ça allait être encore plus utile parce qu'on allait tous avoir accès à cette GenAI. Et là, on a sorti une version d'Orion intégrant de la GenAI en septembre et on a doublé tous nos chiffres. Et genre, Parce que les gens sont éduqués en plus à ça, du coup. ouais, parce grâce qu'en à- fait, ça devient évident. En fait, ça a rendu le truc évident. Parce que nous, ça faisait 3 ans qu'on disait aux investisseurs, à nos interlocuteurs, oui, les déficients visuels utilisent des smartphones. Oui, ils ont besoin d'identifier les trucs dans l'environnement. Oui, l'IA, c'est performant. C'était les 3 choses sur lesquelles, depuis 3 ans, nous, on disait, c'est ça notre vision, c'est ça l'avenir. Et que les gens étaient, ah oui, mais t'es sûr et tout. Là, c'est bon. Bah, OpenAI, ils l'ont fait, donc Ouais, c'est tu bon, il n'y a plus de profites sujet, presque c'est de bon. leur market Ils derrière. l'ont montré, Voilà, donc, ça a visiblement. démocratisé ça. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, j'allais dire que la partie texte, on a moins focus dessus parce qu'elle est présente justement chez beaucoup plus de nos concurrents. Ok. Ouais, c'est Que plus la simple partie C'est objet. obligé, plus vous. implémenté. Ouais, en fait, la partie texte, elle existe depuis la nuit des temps. C'est de la reconnaissance de texte un peu classique. Il y en a dans ton iPhone. Enfin, n'importe qui va te dire ah oui, bah si tu prends en photo, ça. Juste pour répondre à la question, et n'as-tu pas peur d'avoir des concurrents machin, Oui, ce que avec tu l'avènement disais, de donc l'IA? voilà, c'était GPT. Ah, C'est un sujet très central, la question de la concurrence, parce que c'est la première question qu'on va nous poser des investisseurs, etc. Moi, quand GPT-4 est sorti, je me suis dit c'est fini. Et en fait, on se rend compte qu'on est tous remis sur le même piédestal, que les concurrents en fait, de Orion, il en existe 2 ou 3, enfin 2 principaux aux États-Unis, qui sont liés un peu à des GAFAM. Donc en fait, la concurrence, c'est vraiment, mais c'est le truc classique qu'on dit en entrepreneuriat, mais la concurrence, c'est vraiment bon signe. Ça veut dire qu'il y a un marché, Ouais. ça veut dire que c'est bon, tu vois. Et du coup, nous, au début, les concurrents, c'était ce qui nous permettait de dire aux gens, regardez, on n'est pas fous, c'est vraiment vers ça qu'on s'oriente, l'utilisation des smartphones par les déficients visuels, l'IA, voilà. Là, avec l'avènement de l'IA, en fait, le truc, c'est que nous, c'est notre ergonomie qui plaît. Nous, ce que les gens kiffent dans Orion, c'est l'interface hyper simple, c'est les fonctionnalités qui sont hyper simplistes et qui sont sélectionnées. Je dis n'importe quoi, il y a un de nos concurrents qui a intégré de la GenAI. Bah lui, il a un prompt dans son app, et donc, tu es déficient visuel, tu peux poser une question au prompt de la GenAI. Bon, bah cool. Mais juste, c'est pas du tout la même expérience qu'un Orion qui, nous, on a nous-mêmes branché les prompts qu'on voulait pour donner les informations qu'on voulait. Je veux dire, d'un point de vue expérience utilisateur, ça n'a rien à voir. Et enfin, par rapport à la concurrence, à la barrière à l'entrée, nous, c'est la partie B2B qui nous permet d'avoir une grosse barrière à l'entrée. C'était ma question, entre autres. Orion, on l'a pensé au début comme une solution B2C. Quand tu es étudiant, je pense que par réflexe, tu te dis, Mais quand en tu fait, crées le projet. ouais, même en termes d'usage et tout, nous, on voulait faire un truc pour les déficients visuels, clairement. Mais c'est un peu le but finalement, mais c'est pas d'autres moyens. Voilà. Et c'est grâce à une des technos qu'on a développé, que mon associé a développé, de la R&D. En fait, la première demande de nos utilisateurs depuis longtemps, c'était « Et si je veux rajouter mes propres objets à Orion, je fais comment ?» Enfin, est-ce que je peux C'est ça qui m'a impressionné. Et en fait, pour, maintenant, on a une techno qui s'appelle du Few Shot Learning, qui est une sous-branche de la reconnaissance d'image qui sort tout juste de laboratoire de recherche. Le Few Shot Learning, comme quelques shots. Ah, quelques images, FW, few ok, shots, ouais. ouais. Je comprends parce que je parle anglais. Du coup. Parce qu'il y a son téléphone en anglais, du coup, il comprend grâce Ouais, à. c'est ça, partir grâce aux à États-Unis son et tout. Et du coup, grâce à cette techno, on peut maintenant rajouter n'importe quel élément à l'IA d'Orion. Et ça nous a permis de dire à nos utilisateurs, voilà, vous pouvez le faire. Mais surtout, de dire, ok, en fait, n'importe qui, donc ça veut dire n'importe quel lieu, n'importe quel hôtel peut rajouter les éléments clés de son environnement dans notre IA et y associer le nom qu'elle veut, y associer les informations qu'elle veut et créer comme ça un balisage Ouais, c'est virtuel de bien, ça. Est-ce l'environnement. que si je rajoute, moi, mon petit frère, je sais pas, Les un truc, personnes, non mais ouais. si je rajoute quelque chose de mon appart mais que personne a trop, genre, je sais pas, genre ça Genre par ça, exemple, par exemple, ça, on est-ce pourrait que l'ajouter comme un objet. si j'ajoute moi sur mon appli, ça vous le renvoie pas derrière?
Non, C'est quelque chose qui est en local, c'est ça. mais qu'après tu peux, toi, dire à des hôtels et des en B2B, vous le mettez en place pour tous vos utilisateurs. Exactement. En fait, c'est ça où, en fait, il y a la question déjà du local. Hein. Nous, vraiment, Orion, on voulait que ce soit entièrement Parce que embarqué. sinon, ça commence à être un peu. Pas ouais. d'internet et tout. Donc, en fait, Mhm. tout est dans ton tel. Ouais, surtout si tu le dis, tu peux scanner tes propres affaires. Bon, ça devient. Tu te filmes ton C'est appart perso, comme ça. voilà, quoi. c'est ça. C'est-à-dire que. Et surtout, c'est des gens déficients visuels, donc ils savent pas forcément tout le temps ce qu'ils sont en train de Ouais. scanner. Donc, évidemment, que le fait de leur dire votre info, votre donnée, on va pas la récupérer, elle reste dans votre tel. Puis dans la douche et c'est tout, fort, ça commence à être voilà. des zones super sensibles, tu Voilà. commences à. Ouais. Donc il y a ça. Et pour un hôtel, en fait, ce qui est trop cool, c'est que du coup, on peut faire un système de l'IA, elle est localement, donc géographiquement, c'est localement, le déficient visuel reçoit une notif. Genre, cet hôtel est rendu plus accessible grâce à Orion. Et pendant son expérience dans l'hôtel, il va avoir accès à tout un tas d'éléments dans l'IA de l'environnement. Genre un piano, je sais pas, je dis n'importe quoi, dans l'entrée du Molitor, de l'hôtel Molitor à Paris, il y a une Rolls-Royce. Trop stylé dans le hall quoi. Bah ça c'est typiquement le genre d'information, alors je dis pas que c'est une info vitale mais c'est le genre d'info, t'as un hôtelier, tu veux dire à un visiteur lorsqu'il veut faire la description de l'environnement qu'il y a une Rolls-Royce et d'ailleurs cette Rolls-Royce elle appartenait à je sais plus qui, je crois que je peux pas dire de nom mais à une célébrité avant et au patron de Accor. Et ben tu peux rajouter l'objet comme un objet spécifique de ce lieu, ce qui fait que tout le monde ne va pas reconnaître des Rolls-Royce dans la rue s'il y en a une, mais par contre, localement, une IA est intelligente. Et ça devient un argument marketing de dingue pour les entreprises avec C'est ce que lesquelles j'allais vous bossez, dire. quoi. Ça devient, en fait, ça fait qu'Orion maintenant n'est plus à deux pans. Et c'est vraiment sur ça qu'on a une énorme force, parce que souvent les gens sont soit dans l'un, soit dans l'autre. On est non seulement un outil du quotidien des déficients visuels, on est utilisé par 10 000 déficients visuels dans le monde, dans 32 langues, dans 111 pays. Donc, un outil du quotidien qui veut prétendre être comme nos concurrents, Seeing AI, qui est un de nos concurrents américains, et un concurrent néerlandais qui s'appelle Be My Eyes, qui est très très Ouais, fort. celui-là, il est plus connu, grosse campagne de com il y a quelques années. Ouais. Ouais, mais eux, au départ, c'est de la mise en relation entre personnes Ouais, c'est pour voyantes et ça. non-voyantes. Il n'y a pas de tech derrière. Dernièrement, ils ont intégré de la Gen AI. C'est de eux dont je parlais, du coup. Mais en même temps, on a le deuxième pan qui est outil de mise en accessibilité. Et c'est la mise en accessibilité, c'est un milieu dans lequel c'est des balises physiques, c'est des machins, c'est des trucs physiques un peu old school. Nous, on arrive, on dit, voilà, il n'y a pas d'installation à faire physique, il n'y a pas de maintenance. Et si vous êtes un lieu historique, vous n'avez rien à faire, simplement, en quelques secondes, vous pouvez scanner votre porte d'entrée, votre guichet d'accueil, votre thermostat de votre chambre d'hôtel, et le lieu est plus accessible à tous les Deux déficients doigts que visuels. sur, tu vois, dans le futur, je vous souhaite en tout cas, tu vois, sur les trucs genre Booking et compagnie, il y a marqué rendu accessible par Orion, des trucs comme ça, que ce soit un c'est notre argument de objectif. vente. C'est complètement notre objectif. ouf, Là, on a installé dans les premiers hôtels là, du Ouais. groupe Accor. Notre objectif, ce serait quand même d'avoir tout le groupe Accor. Mais effectivement, en fait, notre outil, il est hyper scalable. Genre, pour un hôtel, déjà, toutes les chambres se ressemblent. Donc, tous les objets sont similaires. Donc, potentiellement, toutes tes chambres sont rendues plus accessibles à un déficient visuel, déjà. En peu de temps. En peu de temps, en 32 langues. Et tu peux envoyer le lien de téléchargement à l'hôtel de Kuala Lumpur et lui dire vas-y installe ça. Donc en fait pour un C'est groupe dingue. comme Accor c'est hyper intéressant. Et La Poste c'est pareil, on est ensemble, je place des noms parce qu'on aimerait bien travailler avec eux, ils le savent. Mais typiquement les bureaux de poste c'est des choses qui sont peu accessibles aujourd'hui pour un déficient visuel. Enfin il y a rien de spécial. Au max il y a une balise sonore au-dessus de l'entrée. Et ben nous on veut comme ça dire l'accessibilité. C'est pas forcément des trucs compliqués ou chers. C'est juste des trucs un peu smart, genre ça peut être quelque chose de juste un peu bien pensé, qui est une info via notre IA. Tu vois. Est-ce que si par exemple oui, je suis une entreprise, je ouais. prends ta solution, Hmm. je peux mettre de la pub dans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux Ouais, dire, ouais. comme à la manière de nous, quand on se bat dans la rue, il y a des pubs. Ouais. Tu mets des pubs, on se bat dans la rue, Bah, les gens, tu vois ce que je veux on dire? peut imaginer cette Est-ce que ton modèle économique, dérive. il inclut ça ou pas? Bah, pour l'instant, notre modèle économique, il est vraiment... on rentre dans le budget, mise en accessibilité et RSE des boîtes. Mais ce qui est clair et net, c'est que là, il y a une des features qu'on propose aux hôtels, qui est qu'ils peuvent, en prenant en photo le menu, automatiquement, nous, on a mis 3 petits prompts, GPT-4, notre techno de reconnaissance de texte, d'image, machin. Et en quelques secondes, le menu du Molitor, qui n'était absolument pas accessible au départ, devient un bouton de l'appli Orion dans cet espace partenaire géolocalisé, dans lequel le menu est genre 100% accessible. Et ça paraît bête. Tu prends une photo, machin, comme ça, tu le mets à jour. Dès que c'est mis à jour, dès que ça change, bim, tu prends une photo. Ça paraît bête, mais ça va permettre au déficient visuel qui est là
de plus consommer. Oui, c'est ça, surtout sur leur CA, du coup, Parce il y qu'en a fait, vraiment une action. on espère. Après, on n'est pas encore au stade où on peut avoir du recul pour Non, bien calculer sûr, ça, mais- mais on espère vraiment. Parce que le déficient visuel, en fait, à la base, il n'a pas le menu. Donc, tu lui Ouais. dis consomme, mais s'il doit consommer, il appelle le room service, il doit demander. Ouais. Précoce. Mais effectivement, ouais. Il a de la Genia normalement. Table noire avec une surface lisse. Voilà, tu peux Plante l'utiliser. verte dans un pot en bois. Verrine transparente avec un liquide clair. Bol blanc avec des bonbons colorés. Ah ouais. Intérieur. Voilà. Cuisine. Meubles. Bol. Bonbons bleus, roses, jaunes. Voilà, c'est ça qu'on ok. fait. Couleur vert. Contenant des bonbons colorés. C'est-à-dire qu'il te dit C'est même, ça, genre, c'est ça qu'on aime. quelle Et couleur c'est tu veux. et ça, vous voyez, Barbu qui ressemble à Waluigi. microphone noir, salle de podcast. Il vient de dire salle de podcast. Hein. Vert transparent Sympa. avec liquide à droite. Bol beige avec des bonbons Ah, multicolores. mais t'enregistres en plus là, non c'est bon, il enregistre l'écran donc tu peux faire ce que tu veux avec le téléphone. Ouais, c'est ça. Tu peux le mettre autre part si tu veux ton téléphone sans mettre au micro du coup. Il enregistre l'écran. Ah oui, bah oui, t'as raison. Statue blanche représentant un buste. Il a juste un petit temps de Ah oui, un latence. buste. un buste, je cherchais. Mais ouais, tu vois, et même toi, il va sûrement te décrire là. Il va dire homme. Je vais le prendre mal. Homme. Attention, Homme de 25 ans, plutôt beau gosse. Câble noir en premier plan, petite plante. célibataire, verte. hein quoi. Mais en gros, il a buste en plâtre blanc. Donc là, typiquement, Intérieur d'un Ça, studio. ouais. podcast. Ouais. Montre argentée sur le poignet de l'homme. Homme Oh portant un waouh. t-shirt. Oh, waouh. Dinguerie, frère. donc ça, vous voyez, typiquement cette fonctionnalité. Ok. Au départ, elle est. Attends, est-ce que vous voulez qu'on fasse l'ajout d'objets? Alors, juste, Allez, Ouais. on essaye pendant le. qu'on En fait plus, j'avais vu qu'il fallait tourner un peu autour donc ça peut être un peu C'est technique ça, là donc, mais. objet personnel, donc tu ajoutes ton propre objet. Donc là, tu dis, vas-y, bon, tu passes les. Tac, je te passe les détails. Et là, tu dis démarrer la capture. Là, Aurélien, Objet il centré. focus sur son objet. C'est le bruit quand tu payes avec Face ID. Objet centré. Déplacer la caméra autour de l'objet. Recentrer la caméra sur l'objet. Objet centré. Déplacer la caméra autour de l'objet. Vas-y, là, je termine. Oui, il te donne plein d'infos parce que t'es pas censé voir l'écran non même, c'est ça. Et il te dit continue à Ouais, recentrer. c'est ça. Les J'avais infos, vu les quand tu bits, c'est cherchais pour quelque chose. guider le Ouais. déficient visuel. Là, je l'appelle buste sculpté. Je sais pas Que si tu c'est signeras censé, d'ailleurs à la fin. Ah oui, ok. Et bien voilà, enregistrer cet objet. Et ensuite, tu vas pouvoir retrouver ton objet personnel dans l'environnement. Attends, j'attends que ça charge. C'est ce genre mode ça va marcher. Ah ouais. Chiant ce que je viens de faire là, j'ai mis de dos. Bah si, ça marche. Oui. Ok, Tu ouais. vois, dingue. ça le reconnaît n'importe où, tu vois. En plus, on enregistre l'écran, du coup, je Ouais, peux. techno, ouais. On voit dans l'écran, du coup. Là. Voilà, on voit l'écran. Quand je vais Voilà. mettre, quand on Donc va ça, le c'est mettre. la fonctionnalité qui est hyper puissante, qu'on a présentée au CES de Las Vegas, pour laquelle on a eu des prix. Parce qu'en fait, Sympa. ça veut dire qu'en fait, en quelques l'IA, l'inconvénient de l'IA au départ du computer vision, c'est que tu dois fournir des centaines et des centaines de photos de n'importe quel Ouais. passage piéton pour que notre IA reconnaisse un passage piéton. Là, on invente un moyen qu'en fait, l'IA, tu peux l'alimenter en 5 captures d'un objet Hmm. et dire bah voilà, ça c'est le buste sculpté de mon appartement. Ouais. Et donc ça devient un moyen de baliser virtuellement l'environnement de façon hyper précise, et donc ça devient un outil de mise en accessibilité. Et donc c'est ce que je disais, ces deux aspects-là de Orion, enfin c'est cette bipolarité, on va dire, de Orion fait notre force, parce qu'en fait souvent les outils qui sont full focus pour le quotidien des déficients visuels, pardon, je dis des déficients visuels, ne sont pas focus sur les informations de l'environnement ou les informations précises qu'un lieu voudrait transmettre à une personne qui le visiterait. Et à l'inverse, les solutions qui rendent accessibles, typiquement des applications qui disent qui rendent un lieu accessible, genre qui font du guidage indoor par exemple, c'est des applis qui ne sont pas beaucoup utilisées par les déficients visuels en pratique. Donc nous, on est entre les deux, donc on peut à la fois faire de la com auprès des déficients visuels pour certains lieux effectivement qui auraient installé Orion. Genre nos premiers hôtels partenaires par exemple, ils installent Ouais, Orion. t'as des hôtels pour l'instant, c'est ça? On a des supermarchés aussi, enfin Carrefour Ok. qui est notre premier client. Ok. Nous, eux, leur objectif c'est qu'Orion rende leur magasin, leur supermarché plus accessible. Pour le coup, en termes d'achat, de quantité d'achat, je pense qu'ils peuvent le voir facilement. Ouais, sur après leur- les hypermarchés pour les déficients visuels, c'est quand même pas l'endroit le plus friendly. Ah oui, non, clairement. Ouais. Mais oui, bien Donc sûr. c'est complexe comme lieu. Donc c'est pour ça que nous, on focus beaucoup sur les lieux de l'hospitalité, genre les hôtels, les musées, les bureaux de Il faut poste, que tu etc. sois Ou les agents confortable possible et que. Ou c'est des petits lieux où vraiment c'est l'accueil l'accueil fait partie Hmm. du métier. Enfin voilà. Supermarché, l'accueil, on s'en fiche un peu. Quoi. C'est Ouais, vrai que par rapport à- surtout c'est des endroits très complexes. Mais Ouais. on y croit quand même. On Ok. travaille avec Carrefour et on espère qu'on continuera à travailler avec eux quand même. Précoce. Je me suis noté en gros, ce que je trouve intéressant, c'est
tu te parles à des déficients visuels, donc tu fais aussi du B2C. Donc on a un peu compris le modèle maintenant sur le B2B. Comment est-ce que tu arrives à allier l'aspect genre business, donc vous avez des intérêts, parce que vous êtes une boîte qu'il faut payer des gens, il faut vous faire vivre, avec à chaque fois les besoins des déficients visuels et tout, et comment surtout tu fais pour rentabiliser ton entreprise et ton application pour du B2C. Parce que moi, là je le précise, j'ai Orion sur mon téléphone, je n'ai absolument rien payé. Ouais, non. Alors ça, c'est vraiment une vision pour nous, qui est de dire, on ne veut pas que ce soit les déficients visuels qui payent. On veut pas, mais eux, ils veulent pas surtout. Enfin, eux-mêmes, ils voudront pas. Bah, surtout, ils méritent Et pas. nous, voilà. Et en fait, on s'est questionné, est-ce qu'on ferait, est-ce que ce serait remboursable ? Oui, potentiellement, c'est un outil de compensation du handicap, donc on pourrait essayer de le faire rembourser. Mais nous, notre force, on s'est tout de suite dit, aussi c'est les conseils de nos investisseurs de la première heure, que notre outil, il aurait plus de force dans sa diffusion. En fait, en se diffusant, en laissant notre outil se diffuser gratuitement, à grande échelle, et en essayant de le rendre de plus en plus performant et augmenter l'acquisition et la rétention de notre outil, c'est ça qui allait être notre force. Et il avait raison, cet invest, parce que maintenant, qu'on peut dire on est utilisé par 10 000 déficients visuels, maintenant, on peut aller voir un lieu et il sait que son information, elle va pas... ça va tomber dans l'oreille de quelqu'un, quoi. Enfin, de 10 000 personnes potentielles. Donc, en fait, l'utilisation de notre app pure par les déficients visuels est maintenant une richesse. Donc, on a bien fait de ne pas le mettre payant pour les déficients visuels. Parce qu'en fait, le potentiel de rentabilité, en fait, est beaucoup plus gros dans les lieux. Les ERP, établissements recevant du public, qui sont maintenant, du coup, notre cible, c'est eux qui vont pouvoir installer Orion et s'en servir pour transmettre des vraies informations. Même un petit resto, il va pouvoir faire en sorte que son menu soit accessible. Après, c'est à nous de bien pricer pour qu'un resto dise ok, ça vaut le coup. Le tarif, t'es sur quoi Ça dépend complètement des lieux. Ça dépend complètement des lieux. Mais genre un hôtel, ça va être en fonction du nombre de chambres et de son nombre d'étoiles. Mais en gros, ça va être genre 1 euro par chambre par mois à l'année, donc ça va venir à 1 000 euros, tu vois. Mais bon, c'est que dalle, tu vois. Enfin, c'est par rapport aux dépenses que font un hôtel. Pareil pour un supermarché, par rapport au chiffre d'affaires, c'est rien. Mais du coup, on va dire que c'est ce qui justifie le tarif et le chiffre d'affaires qu'on va faire en B2B, c'est notre usage B2C. Voilà, c'est vraiment du B2B2C, puisque la communication, elle va être réelle, elle va être directe, un accès direct et privilégié à ces 3% de la population. Déficients visuels, on a l'impression que c'est de niche, mais c'est 3% des gens. 3% des gens, et en 2050, ça va tripler. On sera tous déficients visuels. Parce qu'on est trop exposés aux écrans et que la population vieillit. Donc l'OMS a dit, officiellement, aujourd'hui, il y a 253 millions de déficients visuels dans le monde. En 2050, ça va tripler. Et Steph qui est là, yes. Moi, je suis contente. Non, ouais. Mon marché, ça grandit. Non, mais en fait, on fera Elle tous... voit juste le scale qui fait comme ça. Moi, je vois juste ma courbe de... 100% des gens. Non, mais horrible. en fait, je veux dire, on sera tous directement concernés par la déficience visuelle. Donc, c'est pas tant de niche que ça. Précoce. Avant de... Là, je pense qu'on va s'éloigner un petit peu du côté A pour être plus sur le côté entrepreneur. Mais avant ça, on va lancer le deuxième petit jeu. Deuxième petit jeu qui va faire appel à l'un de tes sens également, parce que je vais te faire écouter des vocaux de certaines personnes. C'est un jeu qu'on fait à chaque fois. De certaines personnes... T'aurais pu être spoilé si jamais... Mais heureusement que t'as pas été spoilé. j'ai pas été spoilé. Du coup, il y aura soit une anecdote, soit une question à laquelle tu devras répondre. D'une personne que je connais ? Probablement. Peut-être. Mais non. Trop drôle. Hello Steph, hello à l'équipe de Précoce. Je connais, ça va. Vous arrivez sûrement au moment du podcast qui permet de constater que Stéphanie, elle a beaucoup de choses à partager, qu'elle parle beaucoup. Mais justement, si j'avais une question à te poser, Steph, ce serait la suivante. Dans ton parcours chez Orion, ou même dans ta vie en général, quelle est la chose qui t'a réellement laissé sans voix ? Wow. Cette question. Mais c'est vous qui l'avez posée. Non, C'est Axel qui c'est l'a Axel posée. de elle-même. C'est jamais nous-mêmes qui posons les questions. Des fois, je crois que t'orientes un petit peu les gens quand même parce qu'ils n'ont pas d'idée, mais je pense qu'elle avait Quelle est d'idées, la Axel. chose qui t'a laissé sans voix ? On peut dire merci du coup à Axel. Merci Axel. Merci Axel. Elle est pour trop cette forte. question. La pauvre, ça fait 2 ans que je lui parle tous les jours. Elle connaît tellement bien, je pense qu'elle a voulu trouver un truc. Ouais, aussi, parce qu'elle me connaît vraiment très bien. Et d'ailleurs, elle m'a... Enfin bref... Non, On vas-y, va vas-y. voir. On en parlera. Non, mais elle est arrivée, j'étais encore dans l'incubateur étudiant, j'avais 0 thune. Enfin, c'était l'époque où elle est arrivée au tout début. Et là, elle est arrivée elle est entrée en CDI en septembre. Je suis très fière. Quelle est la chose qui m'a réellement laissé sans voix sur toute ma vie là
Moi, ton parcours chez Orion dans Mon ta parcours création chez de- Orion. Ouah. C'est hyper dur comme question, Axel. T'as tout ton temps. J'ai tout mon temps là. Ouais. 24 heures max, quoi. Mais... En fait, je sais pas si ça doit être enfin si j'ai envie que ce soit positif ou négatif, plutôt positif. Négatif, ça fera un TikTok. Positif, il serait un peu. Négatif, ça ferait un TikTok, tu dis? On met 3 reels et TikTok par émission sur. Si, Ouais, ok, négatif, frère, ok. TikTok pour nous. C'est une Ok, blague. je l'ai. Enfin, bon, je pense que, comment dire, c'est un moment qui m'a laissé sans voix, ou plutôt un moment où je me suis dit, c'est un moment complètement lunaire ou absurde. En fait, je crois que c'est le moment, un des moments qui m'a le plus marqué dans mon expérience d'Orion. Alors, franchement, j'en ai eu plein et je suis hyper fière de ma boîte et chaque étape que j'ai franchie. Mais c'est plutôt, je pense que c'était au CES de Las Vegas quand même. Enfin, on a quand même été au CES pour présenter notre boîte, ma boîte, tu vois, mon petit bébé que j'ai construit, qu'on a construit de nos mains et tout, et on a été récompensés pour notre boîte au CES. C'est là que je t'ai connu d'ailleurs. C'est sur le poste du CES. Ok, et ben c'était assez ouf qu'on ait cette opportunité d'y aller, donc j'étais assez fière. Et en fait, il s'est passé une anecdote marrante au CES qui est que il y a un gars le dernier jour qui est venu nous parler et qui nous a dit, qui est venu nous parler et qui avait un masque et qui voulait pas être reconnu et qui avait du scotch sur son sac et qui nous parle et tout, hyper mystérieux et qui nous demande de pitcher, qui dit ok, intéressant, qui pose des questions, qui prend ma carte. Et je lui demande son mail, il me dit non mais moi je donne pas mon mail en fait, vous avez pas compris ça, c'est moi je prends votre mail, tu vois. Et donc il prit notre mail et tout. Je me dis mais waouh, en fait, sur tous les gens que j'ai rencontrés, je crois que c'est le gars le plus mystérieux, il a l'air d'être balèze quoi. Et c'était connu qu'au CES de temps en temps t'as des mecs qui passent sur ton stand. Ça peut être le CEO de Facebook, tu vois, de Meta, qui passe comme ça, se balader parce qu'ils kiffent en fait. C'est leur kiff de passer dans les petites startups, voir machin et tout. Et en fait, là, je vois le gars et je me dis, ce mec, je crois que c'est un mec vraiment stylé. Enfin, vu son charisme et tout. Il part et là, je vais voir Axel et je lui dis, il faut qu'on trouve qui c'est parce que je pense que c'est le gars le plus balèze que j'ai rencontré de ma vie, je pense que c'est le CEO d'une grosse boîte. Et là, on regarde sur Internet. Et parce que je lui avais dit, vous vous appelez comment, juste pour savoir si jamais vous répondez si jamais vous m'envoyez un mail. Il me dit, je m'appelle Marc. J'ai fait, ok. Et en fait, je tape sur Google et en fait, je crois que j'ai parlé au CEO de Salesforce, Okay, ouais. Marc Benioff. C'est pas Zuckerberg du coup, parce Ah, moi, que j'étais je en venais de mode le dire. C'était Putain, pas la Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Mais du coup, stylé c'est quand un même de moment dingue, où malade. ça m'a perturbée pendant une journée. Parce que je me suis dit, Après, il y a Mark Zuckerberg qui est arrivé, elle l'a pas vu du coup. Parce que je me suis dit, en fait, là, je me suis dit, ça peut être le moment où je reçois un mail de Salesforce Ouais. et il me dit, ok, ton truc m'intéresse vraiment. En plus, il avait l'air vraiment intéressé. Il m'a dit, il y a un événement sur l'IA à San Francisco dans une semaine. Si tu veux, j'ai des places, je t'invite. Il nous a dit ça. Et moi, j'étais en mode, il faut qu'on rentre en France et tout. Je crois que c'est le moment où je me suis le plus dit, waouh, l'expérience commence vraiment à être lunaire. L'expérience Ouais. d'Orion commence vraiment à m'amener loin. Et où ça m'a un peu choquée. Et je me souviens que pendant 24 heures, j'étais en mode, ça m'avait troublée. Heureusement que t'as trouvé qui c'était. Je pense à ta place, Ouais. je sais pas qui c'est, je suis dégoûté. Après, j'ai jamais eu de mail. Donc, Non, mais je veux dire, au moins t'as Non, allé mais jusqu'au Je bout l'ai de ton attendu, truc. hein, je l'ai T'as fait tout ce que attendu. tu pouvais pour l'avoir, Ouais. tu sais qui c'est à la Non, fin. En vrai, ouais. y a pas de regret au final. Non, mais c'est Sacrée un peu anecdote. l'anecdote la plus stylée que Ça va j'ai pu vécue. regretter de pas avoir demandé plus d'informations. Tu serais là, putain, c'est qui ce gars? Et mais du coup, c'est pas trop sans voix. Enfin, ça m'a laissé sans voix C'est parce quand même, que ça se voit que- Moi, je dirais même que t'étais speechless après. Waouh. j'étais waouh, exactement. Ce que je lui ai dit. C'était pas pour toute traduction à Marc. approximative. Ce que j'ai dit à Marc. Je dis à Marc, en fait, je l'appelle Marc maintenant parce que c'est mon pote. C'est celui qui dit à Marc. Vous pourrez le taguer d'ailleurs en dessous du post. Tout à fait. Alors, j'ai un deuxième vocal pour toi. Ça va être Margot. Cette fois masculin. Oh non, ça va être qui? Hello Stéphanie, c'est Thomas. J'espère que tu vas bien. Ah, des bas. J'avais une petite question pour toi. Est-ce que tu pourrais nous raconter On a souci. la dernière fois que tu as hacké un système non informatique? Ça serait super sympa. Merci beaucoup et puis je te souhaite une très bonne soirée. Il y a un Salut. dossier. Ouais, il y a un dos. Tu as hacké un système non informatique. Non, c'est juste qu'en gros, pour être transparent, il me fait trop rire. Donc, c'est mon associé Thomas, Mhm. CTO, mec trop chaud. Donc plutôt côté tech, c'est ça de... Côté tech, et alors, ça, c'est vraiment un truc qui est hyper cool. C'est que Thomas et moi, on est hyper différents. Mais genre,
diamétralement opposés. Et du coup, lui, il est plus... je sais pas si vous connaissez le disque, mais lui, il est plus bleu et moi, je suis vraiment plus rouge. Et mais du coup, on n'est jamais d'accord. D'où le pull, exactement. Tu fais exprès, Du coup, on évidemment. n'est jamais d'accord. Sauf sur les visions, les trucs vraiment importants et tout. Mais au quotidien, c'est les petits trucs, genre l'autre fois, on s'est pris la tête sur ça doit être carré, ça doit être rond. Genre le truc dans lequel il y a une photo, enfin... Mais ce qui crée de l'émulation de ouf, quoi, du coup. Voilà. Et ce qui fait que les moments qui vont m'inquiéter moi, ça va pas être ceux qui inquiètent Thomas, et Ok, vice c'est versa. génial, ouais. C'est une force de malade. Et même en termes de personnalité, de tout, on se complète de ouf. Sans être pareil pour être associé, je pense que c'est la pire idée parce que Ça te fait tu te perdre du complètes temps, pas finalement, tu fais tes tâches à deux. Ouais. Non, heureusement que j'ai Thomas. Puis on se prend le mur à deux. Heureusement qu'il t'a aussi. Ouais, de ouf. T'as dit De quoi ouf. Ouais, heureusement qu'il t'a à deux. Non, t'as dit quoi avant Je J'ai pas- t'ai dit, bah, tu prends les murs à deux, du coup, parce que vous avez Oui, tous les deux voilà. la même vision, Ouais. donc vous allez... Ouais, c'est ça. Ouais, alors que moi, je dois défendre mon point de vue à Thomas Ouais. tous les jours. Tu débats Je avec rigole. lui, mais pas avec d'autres. Chaque slide. Et on a pareil, Non, on a pareil. bref, vraiment. en tout cas, la dernière fois que j'ai hacké un système... Parce qu'on a trouvé que tu changes un peu Ah de oui, sujet si. sur. Mais en fait, Un truc illégal que en t'avais fait, fait. pourquoi j'ai rigolé, c'est qu'en fait, c'est une question pour intégrer un des plus gros incubateurs mondiaux qui s'appelle Y Combinator. Et on s'est creusé la tête, on s'est posé la question si on devait se poser cette question-là, qu'est-ce qu'on répondrait? Et j'ai du coup réfléchi, parce que sinon, j'aurais jamais trouvé. Parce que moi, je suis pas trop une hackeuse, quoi. Je suis pas trop une bidouilleuse. Ou On une avait babouilleuse. compris sur ta description de Thomas que. Mais elle a dit, je suis pas trop une hackeuse, mais ça veut dire que, genre, elle a la capacité, juste elle aime pas ça, tu vois. Moi, je vais pas être celle qui va trafiquer, ou qui va Facebook. photoshopper un truc, ou qui Alors que- va... Ouais, mais non informatique, tu vois. C'est ça Ouais. la difficulté de cette question. C'est tu peux dire, ouais, j'ai fait un bot qui m'a permis de gagner plus de voix à tel concours. Mais dans la tech, ils ont tellement fait ça. Dans la tech, je ils pense font que. tous ça, genre ouais. clairement. Mais non, en vrai, il y a une fois où j'ai un peu douillé le système à mon avantage, pas informatiquement. C'est que j'ai réussi à aller dans un événement incroyable, qui s'appelle le Top AFEP. Je le dis là, je donne le tips à tout le monde. Le Top AFEP, c'est la rencontre un peu privilégiée. C'est un événement qui a lieu à Paris, au Palais d'Iéna, et c'est la rencontre des 40 plus grands patrons du CAC 40 avec 300 dirigeants français. Et normalement, c'est des dirigeants de PME, TPE, classiques, tu vois, des mecs genre des industriels, des gens qui ont des sujets de stratégie française, machin et tout. Et donc, normalement, c'est pas des startups. En fait, t'es une start-up, tu vas pas dans cet événement où c'est que des darons Ouais, faut de être en 50 place déjà, ans, un peu, faut être en place, faut que tu fasses déjà. Même des grosses licornes. Et en fait, nous, c'est au CES qu'on nous a dit, ouais, vous devriez aller au Top AFEP. On a dit, mais c'est quoi ce truc? J'en avais jamais entendu parler. Alors que normalement, quand tu es dans l'entrepreneuriat depuis 3 ans, les salons, les trucs comme ça, tu les connais. Quand t'es allé à Las Vegas, tu connais un peu. Ouais. Et là, ils nous disent ça et on me dit, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, je me suis inscrite à ce truc, du coup, qui s'appelle le Top AFEP. Je savais pas à quoi m'attendre. En plus, en fait, il se trouve que l'AFEP, c'est l'association française des entrepreneurs et patrons, ou je sais pas quoi. Je crois que je vois le logo. Ouais. Un truc comme ça, un truc jaune et bleu. Et du coup, je me suis inscrite et j'ai dit, je prends rendez-vous. Et donc, t'as le droit, en fait, t'as un le principe, c'est que tu as le droit à 3 rendez-vous. Speed meeting de 7 minutes avec un des plus grands patrons du CAC 40. Ok, ouais. Genre le PDG de Total, genre le PDG de L'Oréal, de JC2Co et tout. Tu choisis. Et tu choisis, Ok. enfin, tu choisis, t'en choisis 3. Oui, c'est ça, Et je vois. si t'es pris dans le speed meeting, si t'acceptes, eh ben, tu peux rencontrer 1, 2 ou 3 d'entre eux. Et moi, j'ai eu 3 rencontres avec les plus grands patrons du CAC 40. J'ai rencontré Jean-Charles Decaux de JC2Co. C'est de quoi, du coup, ouais. Incroyable. J'ai rencontré le patron de Accor et le patron de Seb. Ok, d'accord. Est-ce que c'est un lien avec le fait que tu travailles avec eux maintenant ou... C'est un comme lien c'est dans le avant. sens où j'essayais de contacter Accor désespérément depuis hyper longtemps et que cette rencontre avec Sébastien Bazin, qui est le patron d'Accor, a peut-être un petit peu déclenché des choses. Et en Ok. fait, cet événement, le Top AFEP, et c'est pour ça que j'ai douillé un peu le système, c'est que j'aurais jamais dû être là. Si ça se savait parmi les startups qu'on pouvait aller rencontrer des grands patrons du CAC 40, tout le monde le ferait. Il faut pas trop le dire. C'était peut-être peu de gens qui postulent à ce truc-là, finalement. En fait, ouais, je sais pas, je me suis pas posé la question. Alors qu'en vrai, je pense que quand tu lis la description, c'est écrit boîte qui a déjà au Ouais, ça moins paraît X employés. Enfin, inaccessible, quoi. en fait, c'est Hmm. inaccessible. Ouais, je pense qu'il n'y a aucun start-upper Comme ils checkent pas. Et moi, vu que j'avais déjà essayé, parce qu'il faut forcer, tu vois, dans ces domaines-là, j'avais déjà essayé de contacter JC2Co et tout, ils avaient vu passer un peu mon nom. Et du coup, ils avaient accepté de me rencontrer. Et j'avais rencontré ces 3 patrons. Et je crois que depuis le début de Orion, c'est la fois où j'ai le plus stressé. C'est au moment de rencontrer Plus, tu le sais, ces grands. contrairement Alors que j'ai à- fait des pitchs, j'ai pitché devant le Grand Rex, j'ai fait plein de trucs. Mais juste
la rencontre avec ces 3 patrons, ça a été le point culminant de mon stress. Contrairement à Marc, là tu pouvais avoir la pression longtemps avant, Ouais. ça va avoir longtemps, je vais dire quoi, s'il me dit ça, t'as 7 minutes, donc faut être très efficace en même temps. J'étais complètement terrifiée. Comme aujourd'hui, finalement. Là, ça c'est va le deuxième terrifier. moment le plus. Ouais, Je comprends. bonne réponse. Je comprends. Précoce. Je disais, moi, il y a une idée dans la thématique entrepreneuriale qui me passionne. Et d'ailleurs, j'ai le livre qui est sur ma table de chevet là-bas. C'est le Start With Why de Simon Sinek, Mhm, que tu as déjà sûrement dû entendre. mhm. C'est J'ai l'idée pas que quand tu crées une boîte, il faut d'abord te baser sur le pourquoi tu le crées, plutôt que sur le comment et le quoi. Donc le quoi, ça pourrait être le produit, et le comment, la tech et tout. Et toi, ce qui me frappe, pardon, dès le début où on a commencé à discuter, c'est que le pourquoi, il est genre présent du point A au point Z. Et le storytelling, même sur le site internet, même sur les posts LinkedIn, sur les vidéos et tout, tu le fais ressortir de dingue. Comment est-ce que quand toi, tu as ce pourquoi-là, tu arrives à le transmettre à ton équipe, aux personnes avec qui tu collabores? Et c'est là où je voulais qu'on parle d'Axel, parce que Axel, j'ai vu, moi, quand je l'ai connue, elle était donc chargée de com chez toi. Mhm. Aujourd'hui, elle est business dev et ça se voit que genre c'est sa boîte autant limite qu'à toi, tu vois. Ouais. Et C'est ce donc dont c'est on que tu as dû parlait, lui transmettre un truc et je trouve ça genre trop inspirant. Eh bah écoute, merci. Déjà, c'est un compliment. Bon, en vrai, le pourquoi, d'ailleurs, notre investisseur nous a dit, c'est pour ça que j'ai investi, et même très très tôt il a investi, c'est que bon, le besoin, il est quand même assez clair, quoi. Enfin, les déficients visuels, ils voient pas. Donc, non, ou peu. Donc, non, mais donc, du coup, non, mais je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Le pourquoi on fait notre truc, c'est vrai que c'est pas là où il y a c'est pas là où il y a la problématique, disons qu'elle est claire. Par contre, il faut être altruiste. C'est-à-dire que moi, je suis pas déficiente visuelle, j'ai personne dans ma famille qui est déficient visuel. C'est des rencontres. Maintenant, j'ai des gens que je connais bien, j'ai des potes presque déficients visuels, donc parce que je connais très bien les déficients visuels maintenant. Il y a un côté empathique et altruiste qui est, je pense, clé dans notre boîte à nous. Et c'est pour ça que je répondais à la question, il y a pas longtemps, on me posait la question sur BFM Business. Comment vous faites pour fidéliser vos équipes? Comment vous faites pour faire en sorte de recruter des talents et qu'ensuite les gens adhèrent à ce sujet qui est un peu particulier, certes. D'ailleurs, demain, Axel et Margot vont dans une asso de déficients visuels dans le nord de la France. Je pense que le truc fondamental, c'est le recrutement. C'est au moment du recrutement où il faut identifier, enfin, où dans les critères de recrutement, il y a, pour moi, dans mon cas, des soft skills très, très importantes, qui sont l'empathie, l'altruisme. En fait, il faut que je ressente chez la personne en face de moi que faire du bien pour une autre personne qui a un problème que je n'ai pas, mais quand même en l'aidant, je sais que la société va être meilleure et que c'est pas parce que ça me concerne touche pas pas, moi mais ça... que je vais pas pouvoir l'aider. Enfin, ce côté très altruiste et très et vraiment de façon globale, c'est-à-dire avoir des gens qui ont une vision de la solidarité de façon générale, qui ont ces soft skills qui font qu'ils vont être sensibles à aider les autres gens déjà. Et c'est comme ça que je recrute en fait. Est-ce que t'aurais des flags en entretien là, si jamais Comment t'aurais des flags en entretien vraiment à fond où il y a un truc où tu te Mon dis red flag, c'est vraiment une personne qui est pas du tout à l'aise avec la notion de handicap, qui va bugger sur tous les mots liés au handicap, genre les gens qui qui ne voient pas, mais du coup, tu peux le dire, c'est des gens qui sont aveugles, malvoyants, déficients visuels. En fait, il n'y a pas de tabou, et j'avoue que moi, je l'ai un peu en moi, le fait que, c'est pas parce que c'est le handicap que c'est tabou, que tu peux pas dire à une personne aveugle, que tu peux pas lui dire, tu vois ce que je veux dire? Si, tu peux lui dire. Tu peux lui dire, parce que c'est une personne comme toi et moi qui parle français, et tu peux lui dire, tu vois ce que je veux dire. Et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est que dans une grande majorité des personnes déficientes visuelles que j'ai rencontrées ont beaucoup d'humour et d'autodérision par rapport à leur handicap, et de recul, et voilà. Et ils ont généralement beaucoup de second degré. Donc non, il n'y a pas de tabou. Mais par contre, si je ressens que la personne en face de moi, elle, est gênée, c'est pas de la méconnaissance. Avec le sujet. C'est pas de la méconnaissance, c'est plutôt de la gêne. C'est ça que tu. Ouais, il y a des gens pour qui le handicap des autres, ça les met pas à l'aise. Des gens différents, ça les met pas à l'aise. Donc moi, c'est vraiment ça
qui est clé. Et Le j'ai big eu red flag. beaucoup de chance avec Axel parce qu'en plus de ça, elle est très compétente dans plein de domaines, mais elle est aussi profondément empathique. Et Margot aussi que j'ai recrutée. Et un Thomas, moi, Bertrand, bon, il est moins au contact de notre cible, mais Bertrand, pardon. Bertrand, c'est notre développeur. Ok. Notre première embauche en CDI, qui est là depuis 1 an et quelques. Et voilà. Donc c'est vrai qu'on est sur un sujet qui est assez particulier, qui concerne pas tout le monde. Moi-même, j'ai vraiment personne dans mon entourage proche qui est déficient visuel, mais c'est pas pour autant que tu peux pas te dire il y a des problématiques dans le monde et puis on va tous devenir malvoyants à un moment. Donc Nos enfants, en tout cas. ouais, mais C'est ça. ouais, c'est ça. Et puis tu peux le devenir par accident, tu peux le devenir à tout moment. Donc Hmm. c'est pas parce que c'est pas ton problème que c'est pas un problème de société, quoi. Cette stat que tu disais de 3%, c'est ça, de personnes qui sont déficients, pas forcément aveugles totalement, mais déficients Déficient visuels. visuel, ouais. C'est un truc qui, je pense, doit étonner en général les gens. Une personne sur 60. Ouais, c'est ça, Et déficient c'est visuel. de notre vision, je pense pas qu'on a. Je pense pas que je dirais autant, tu vois. Si tu me demandes là, Ouais. je pense pas que Parce je que dirais autant. tu fais pas forcément attention, Mais mais c'est dans pour la ça. rue, là, tu vas voir, demain, tu vas sortir et potentiellement, tu vas rencontrer une personne avec une canne blanche. Alors, à la limite, quand on habite dans des grosses villes, c'est plus simple de voir des gens Ouais. quand t'as même les passages piétons qui sonnent, etc. Donc tu Mais les personnes âgées, il y en a plus plein qui de- sont déficientes visuelles. Voilà, c'est ça. Mais je suis pas sûr que j'aurais dit, toi, 3%, tu te dis, ah oui, effectivement, il y a un marché, effectivement, il y a quelque chose comme ça. Ça doit un peu étonner Si, les quand gens en même. général. Ok. Mais rien que le truc, moi, enfin, je veux dire, ça m'a fait prendre. J'ai eu une prise de conscience quand j'ai téléchargé l'appli. C'est que quand j'ai téléchargé l'appli, il y a eu plein de questions qui ont pop dans ma tête. Déjà, comment ils font de base, comment est-ce qu'ils se servent de l'appli, comment est-ce que. Nanana. Des trucs où, genre, dans mon quotidien de base, vu que j'ai jamais été confronté à ce genre de problématique, bah forcément, ça me touchait pas et tout. Ouais. Et là, d'un coup, j'entends ton concept et surtout, je télécharge l'appli, il y a 1 milliard de trucs qui pop. Ouais. Et je me dis, mais waouh, genre. C'est vrai qu'un ok, écran de téléphone, c'est un peu le dingue. truc moins accessible possible parce que t'as aucun. Genre le Genre- voice-over, ça Mm. Enfin, genre, c'est des trucs que nous on connaît parce que vas-y, on est un peu techos, pas de ouf, mais on aime bien ça. T'as déjà, je suis sûr, tes paramètres de téléphone, t'as déjà activé des trucs sans faire exprès et tu t'es dit, ah, mais d'accord, ok. Non, mais tu vois, on suit les nouveautés iOS, on se fait Ah kiffer ouais. un peu quoi. Mais des gens de lambda qui, Ouais. eux, utilisent juste le téléphone Bah, comme ça, ils connaissent pas. pas tu vois. ça. Moi, c'est ça que j'adore dans ma boîte. C'est que j'aime beaucoup de choses dans ma boîte. Les trucs que j'aime moins. Les gens, Las Vegas. Voilà, c'est ça. Marque, Non, il y a un machin. des trucs que j'adore, c'est que on prouve, et notamment depuis 6 mois, en vrai, je vais pas vous mentir, là depuis 9 mois, enfin l'explosion de l'IA, enfin franchement, nous on a un peu la sensation en ce moment d'être au bon endroit au bon moment, en vrai. Alors Parce qu'on que- pourrait se dire l'inverse, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Ouais, complètement. Bah, tu vois, il y a 3 ans, mais non, mais comme quoi, il y avait un time to market, Ouais. il fallait que la société mature aussi par rapport à notre vision, à moi et à Thomas. Enfin, genre, nous, il y a 3 ans, on se disait, une appli qui utilise de l'IA pour les déficients visuels, c'est vraiment l'avenir. Et il y a 3 ans, les gens étaient là, ouais, mais non, et tout. Enfin, t'es sûr? Parce que quand même, les trucs connectés, les tours de cou, Nous, on a dit, non, enfin, en vrai, ils vont utiliser de plus en plus des smartphones et l'IA sera de plus en plus performante. Et du coup, on a tenu dur comme fer à notre vision. Et là, depuis 9 mois, c'est juste, tout est démocratisé et ça devient évident que notre app, plus personne nous pose la question, est-ce que votre app, elle est utilisée? Oui, parce que on fait, parce que c'était la suite logique. Alors je dis pas que c'était évident, mais je veux dire, on est assez content de voir que notre vision elle était pas fausse, quoi. Et ce que j'adore, c'est que Orion est la preuve vivante que les technos d'IA et les évolutions de l'IA et de la Gen AI et tout ce qui fait peur au monde, parce que c'est l'automatisation, machin, c'est incroyable pour 3% de la population. Et c'est 3% pas de la que population les qui vont States avoir aussi. accès à l'environnement directement, juste dans la caméra de leur smartphone, des infos de malades. Buste sculpté sur lequel il y a Ouais. des signatures. De Cassandre Lambert et de Enzo. Voilà. Non, mais puis Exactement. ça donne un truc incroyablement optimiste parce que là, tu parles des 3% de déficients visuels, mais les déficients auditifs et tous les autres handicaps, qu'ils soient visibles ou non d'ailleurs. Mais c'est aussi la preuve pourront, que un truc que tu pourrais dire, les Français sont pas forcément avantagés de base Ça, dans faut le la dire Gen aux- AI. le C'est truc, pas ouais, que je les me suis States, dit, c'est ouais. pas que la Silicon Ouais, de Valley, et c'est que. Nous, on attend qu'une chose, c'est que Mistral soit aussi avancé que GPT-4 pour pouvoir les intégrer dans notre app. On en a déjà parlé avec eux.
un petit peu. Non, mais oui, en fait, c'est ça. Et c'est ça que j'essaie de dire aussi. C'est quand tu tapes sur la table, C'est ma table quand même. C'est un Après, sujet. sans la casser, parce Doucement, qu'elle s'il te plaît, quand elle même. est Parce que... précieuse. parce que je mange dessus. Moi, je suis. Non, mais en fait, c'est ça aussi. Nous, on a la chance de commencer à connaître un peu des politiques, la déléguée interministérielle à l'accessibilité, qui aime beaucoup les innovations dans ce domaine et avec Ok. qui on s'entend bien. Et en fait, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'Orion, et aussi, c'est autre chose que j'aime beaucoup dans ma boîte, c'est que on est aussi la preuve que la tech française, elle existe. Enfin, des mecs comme Thomas, ce sont des mecs ultra forts. On est des ingénieurs tous les deux et on n'a pas à rougir. Nos concurrents, vous parliez de concurrents, nos concurrents, c'est une appli américaine liée à Microsoft et une appli néerlandaise liée à énormément de grands groupes. Qui a Mais 10 ans et que... qui a 10 ans et tout. Et on est plus tech qu'elle. Hein. Ouais, On a ouais. plus de tech d'IA dans notre app. Donc en fait, on est en concurrence presque avec des géants de la tech. Donc là, c'est ce qu'est un peu le truc que je veux dire. On essaye de bouger les différents acteurs. Et il y en a plein en France par chance. Que ce soit la BPI, la French Tech, France Digital. Enfin, tout un tas d'acteurs qui sont là pour que la France, on n'ait pas à rougir face aux Américains. Et on n'a pas à rougir face aux Américains. On est là. Enfin, on est là. Et donc, il faut juste nous... Effectivement, ne pas se déclarer défaitiste face à... Parce que parfois, il y a des gens qui font... Typiquement, c'était une de vos premières questions. Oui, du coup, donc les concurrents... typiquement, les gens qui me disent « Ah, les GAFAM, blablabla, au quotidien », les gens qui partent défaitistes face aux Américains, c'est sûr qu'on ne fera rien. Hein. Si dans tous les cas, Google le fera dans 2 ans, venez, on fait rien, en fait. Ouais. C'est pas Et l'idée. ce côté David contre Goliath un peu. Qui est plus trop David maintenant, je pense. Ouais, mais. Au début, ça devait être un peu ça. Ouais. Quand toi, parce que quand t'as lancé cette boîte, on rappelle quand même, t'avais 22-23 ans, même toi tu t'en souviens pas. T'avais 22-23 ans, et comment est-ce que tu fais pour avoir la confiance en toi, et la garder surtout, de te dire, ok, vas-y, je suis une meuf de la tech en France, et genre il y a Microsoft et compagnie, et mon produit, peu importe ce qu'il va faire, je vais le lancer parce que je vais y arriver. Tu Ça vois. marche dans tous les milieux. En plus, c'est vraiment une question qui est globale pour nous. Parce que nous, je pense que tu vois, là, le podcast, c'est surtout aux jeunes de notre âge. Genre, il y en a tellement, je pense, qui oseront jamais lancer rien du tout parce qu'ils se diront, de toute façon, ça va déjà être fait. De toute façon, je suis pas ingénieur ou de toute façon, nanana. Il y aura 1001 excuses et tu y allais quand même, quoi. Tu dis ça par rapport, de manière générale ou par rapport à la tech ou par Pour rapport toi en particulier, mais c'est aussi une question qui est globale. C'est quoi ce syndrome de l'imposteur? Comment tu fais pour pas l'avoir, quoi? Alors, waouh, le syndrome de l'imposteur. Waouh, il y a trop de. Ouais, c'est ça, au début, je pense que t'as qui t'empêche de lancer En quelque chose comme vrai, ça, c'est un peu Je l'imposteur. me suis pas posé toutes ces questions. C'est mon côté un peu ambitieux. Tu sais. En gros, c'est hyper cliché de dire ça, mais en fait, moi, j'étais convaincue de mon truc. Et effectivement, le fait d'être ingénieur peut-être me donner une petite confiance en mode. Meuf de la tech, comme il a bien. J'ai bien aimé Ouais, mais j'ai bien aimé le terme. Mais encore, moi, c'est Thomas qui est plutôt. Ouais, mais de la vision des gens. Ouais. Pour nous, t'es comme Thomas, vous êtes des gens de la tech. Ouais, t'as fait central, quoi, déjà, quand même. En plus. Ouais. Je- Je suis quand même ingénieur, j'ai quand même mon diplôme. Ouais, voilà. Ouais. À notre niveau de com, là, t'es une meuf de la tech. Non, mais enfin, bon, c'est sûr que ça m'a donné de la confiance d'avoir un background tech dans mon domaine. Mais par contre, si j'avais su. Non, si j'avais su que. Enfin, c'est surtout de la persévérance, en fait. Et se remettre en question et écouter et vraiment écouter les conseils, pas prendre tout le monde pour. Juste les gens ont des conseils à te donner parce qu'ils s'y connaissent mieux, ils ont vu plus de boîtes passer. Enfin, moi, je pense à mes mentors. En fait, C'est pour ça que t'es là pour nous. Enfin, l'inverse, c'est pour Non. ça que t'es là dans ce podcast, En vrai, pour nous donner ces conseils-là. le truc que je dirais, mais c'est un truc qui s'applique dans tous les aspects de notre vie, hein, mais c'est qu'effectivement, si j'avais regardé le haut de la montagne et que je m'étais dit, je veux lancer une app internationale qui fait avec de l'IA, qui va venir concurrencer des gens, jamais je l'aurais fait. Ouais, t'as pris au fur En et à fait, mesure, c'est quoi. vraiment, il faut mettre step by step, mais je me suis dit la même chose quand j'ai fait mes concours d'école d'ingé, donc en vrai, ça marche dans tous les aspects, mais dans l'entrepreneuriat, je pense que ça marche vraiment très bien. C'est faut mettre un pied devant l'autre, petit à petit. Faut avoir une vision, faut savoir ce qu'on veut faire. Effectivement, il faut partir du why, comme tu dis, du besoin. Parce que si ici, il y a le why, s'il y a le besoin, dans tous les cas, tu vas retomber sur tes pattes. Tu vas peut-être changer de produit, changer de solution, changer d'angle, changer de modèle, éco et tout. Mais par contre, si tu as le besoin, et ça, tu es sûr qu'il existe, déjà, tu es rassuré sur un point. Ensuite, il faut écouter les conseils parce que
c'est impossible quasiment, je pense, j'en sais rien, moi j'ai pas assez d'expérience, mais je pense de ce que j'ai entendu, c'est quasiment impossible que tu trouves tout de suite le bon truc, avec le bon angle, avec les bonnes personnes, avec le bon modèle, avec le machin. Flexibilité, quoi. Donc en fait, ceux qui se plantent, c'est ceux qui écoutent pas Qui reste les bloqué peut-être conseils sur et qui du ouais. coup pivotent pas assez. Nous, on a fait un pivot énorme de business model il y a 1 an. On a fait des pivots avant sur l'angle de Orion, donc, et on va en refaire des pivots. Donc voilà, c'est un peu les 2 trucs que je dirais. C'est pas regarder, alors être ambitieux, mais pas regarder la montagne comme une montagne immense à gravir, se dire bon bah step by step et se fixer un peu des steps intermédiaires. Et deuxièmement, ce que je viens de dire, j'ai oublié. Mais Non, c'est- deuxièmement c'était sur quoi? T'avais dit. Être flexible et compagnie. Ouais, step voilà, by écoutez step les et conseils, se pivoter. remettre en question en fait. Enfin, pas dire que les autres gens ne se connaissent pas dans ton domaine. Moi, sur déficience visuelle, à chaque fois que quelqu'un me disait un truc, j'avais envie de lui dire ouais, mais tu connais pas ma cible. Sauf qu'en fait, si, il faut écouter les conseils. Et ok, dernier truc, et c'est vraiment le dernier truc, c'est. Je pense qu'il y a quand même un truc qui est commun avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est la persévérance. Ouais. J'ai fait un post LinkedIn il y a pas longtemps sur ça. J'ai pas vu tous tes posts LinkedIn non plus, hein. Non, mais en fait, lui, j'y croyais. Bah, en gros, je suis allée à Roland Garros et il y a écrit. Si, je l'ai vu en fait. Tu l'as vu. Je sais pas pourquoi je vois tous tes posts Ouais, LinkedIn. mais en fait. C'est le partage, c'est ça? Moi, je lui envoie. C'est pour ça que tu les partages. Je Non, me mais en disais quand fait, même. ça, ce post-là, pour le coup, c'était en plein été. Je suis allée voir une épreuve des JO à Roland Garros. J'ai eu beaucoup de chance. Et il y avait écrit la victoire appartient au plus tenace, au plus opiniâtre. Et c'était pile un moment où je me disais, punaise, ça fait 3 ans que je suis sur Orion, quoi. 3 ans, ça fait 1 an qu'on commercialise. On commence tout juste à avoir trouvé notre modèle éco, machin, à se dire que c'est bon, on a passé les fameux 3 ans fatidiques de l'entrepreneuriat. Punaise, il a fallu persévérer, hein. Et je me suis dit, je pensais pas que ça prendrait autant de temps pour en arriver là. Mais en même temps, si j'avais su avant que ça prendrait autant de temps, je sais pas si j'aurais eu ce courage, tu vois. Donc en fait, il y a un petit côté, au début, tu t'en rends pas compte. Donc c'est bien. Parce que du coup, tu le fais. Et il faut le faire Il faut step y by aller step. avec un peu de naïveté limite. Un quoi. petit peu de naïveté, te dire que tu mets un pied devant l'autre, essayer d'écouter un max les conseils et tout. Et en fait, sans que tu t'en rendes compte, vu que tu kiffes ton taf, tu vas te retrouver 3 ans après à te dire oh waouh, j'ai fait tout ça en 3 ans, donc c'est trop stylé. Après, j'ai tenu 3 ans, franchement, c'est stylé, j'ai été persévérante et maintenant ça commence à payer. Et après, c'est que du kiff. Donc le conseil, regarder derrière toi pour aussi être prêt pour la suite, c'est ça? Bah. Ouais, en fait, le conseil, c'est. Il faut partir du principe. Si tu es au début et que tu veux te lancer, pars du principe qu'il va falloir être persévérant. C'est impossible que, genre, en 6 mois, c'est bon, tu fais 1000 millions de chiffre d'affaires et tu. 1000 millions. Non, mais en gros, c'est impossible que tu trouves tout de suite. Ouais, bien Et sûr. en fait, je crois que ces 3 ans que moi j'ai passé, enfin, que ces 3 dernières années, en fait, au final, c'est long, mais c'est court en même temps. Et c'est, je pense, incompressible dans une certaine mesure, parce que c'est 3 ans où, typiquement, on dit, enfin, désolé, hein, mais juste typiquement, on dit, nous, au début, on avait une vision B2C. Maintenant, on sait que notre modèle, il va être B2B. Est-ce qu'on aurait pu faire une directe B2B? Bah, en fait, non, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'aurait pas l'énorme force qu'on a, qui est qu'on est pensé comme un outil B2C utilisé par nos utilisateurs à hauteur de 10 000 téléchargements. Ce qui est le point faible de beaucoup de. Ce qui est le point faible de nos services, concurrents. Donc en B2B, fait, ouais. le fait d'avoir eu un trajet comme ça fait que, donc si on avait fait ça, ça aurait très probablement pas marché. T'es hors cadre, mais ouais, on comprend. Bah, c'est On avait fait ça. Zuckerberg qui disait un truc hyper intéressant à ce sujet. Il rappelle tout le temps, un autre marque, ouais. Il rappelle tout le temps qu'à la base, Facebook, c'est quand même un truc pour noter les gens d'Harvard et que, genre, s'il était pas resté. Si c'était pas adapté et qu'il était pas resté flexible et qu'il restait sur son idée à la con au début, bah, Facebook n'existerait pas et que les réseaux sociaux, ça serait pas ce que c'est aujourd'hui. Ouais, après, je suis pas sûre que tu puisses me comparer à Mark Non, mais Zuckerberg, dans l'idée de. mais c'est la même idée. Non, mais Ouais. c'est le schéma qui se répète, Toujours c'est ça, pour et puis apprendre c'est- des pivots, quoi. En fait, je pense que le pivot, c'est central vraiment dans toutes les boîtes. Et en fait, les gens seraient trop cons. Enfin, moi, j'aurais été trop bête de pas écouter les pivots par ego, parce que non, mon idée première, j'ai envie de la garder, c'était elle, la bonne Je idée. les connais mieux que les autres vu que j'ai bossé plus de temps dessus. Ouais. Alors qu'ils peuvent quand même avoir des remarques Non, qui mais sont complètement. intéressantes. Et en vrai, c'est ce qui nous a sauvés. Et c'est ce qui fait que Thomas et moi aussi, on se complète bien. C'est que y a pas...
et que ça marche bien. C'est qu'il n'y a pas une seule fois où la vie d'une personne, on s'est dit on s'en fout. Genre tous les deux, il y a eu des moments où on n'était pas d'accord sur quel avis prendre en compte, mais il n'y a pas une seule fois où on s'est dit ouais, l'avis que tel mec nous dit qu'en fait peut-être que ce prix machin et tout. À chaque fois on écoute. Après on trie, après on pivote, on a nos piliers qui sont nos invests et nos mentors et tout, on a quelques-uns en qui on a particulièrement confiance, mais franchement ce serait trop bête de se croire plus intelligent que les autres alors que c'est les autres qui ont la réponse, quoi. Pour terminer l'émission, enchanté, vous êtes sur Radio Podcast. Skyrock. On peut chanter. Avec plaisir. Tu peux tout faire. C'est la dernière chose qu'on va aborder, mais sur le futur d'Orion, tu as parlé de levée de fonds. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Plein de choses. On prépare une levée de fonds avec nos équipes pour mars 2025 en seed. Donc on lève 500 000. Et, seed, c'est le terme ? Seed, c'est un terme pour définir le degré de levée, le montant plus ou moins de la levée. Okay. Donc seed, c'est un peu, tu vois, pré-seed, c'est quand c'est des tout petits tickets. Seed, c'est des petits tickets, petits moyens. Et après, série A et série B, ça c'est des plus gros trucs. Donc nous, on lève en seed en mars. On cherche... On commence notre roadshow maintenant, donc notre tour des invests maintenant. Et donc, on espère que dans 6 mois, on aura levé. Mais surtout, on commercialise depuis 6 mois et on fait notre premier chiffre. Alors, malheureusement, on n'est pas une entreprise qui peut bootstrap en mode on fait notre chiffre et après on grossit, machin. Bon, j'aurais adoré faire une entreprise qui bootstrap, mais on avait de la R&D, on avait un time to market, malheureusement. Donc, on est une boîte de la tech, pour cette raison, entre autres. Et du coup, nous souhaiter aussi de pouvoir de bien stabiliser notre modèle éco et de bien l'affiner et qu'il soit parfaitement léché et qu'il puisse rouler comme sur des roulettes après dans tous les secteurs, dans l'hôtellerie, dans le retail, dans le public, semi-public. Qu'on soit dans tous les bureaux de poste de France, ce serait déjà un premier petit step sympa. Voilà, donc c'est ce que vous pouvez nous souhaiter. Écoute, on va te laisser signer la statue. Te remercie pour ton passage. Je t'amène le stylo de ce pas. C'est juste signer. Alors, il y a toujours cette règle pas vraiment, mais c'est... Mais c'est qui cette Ça dépend de où tu le fais. C'est la victoire. Tu veux l'histoire, la vraie ou la fausse ? Je sais pas, une histoire déjà. La vraie histoire, c'est on avait très peu de budget parce qu'on avait acheté ces micros et c'est tout d'ailleurs, très peu de budget. On va à Maxi Bazar, on achète plein de trucs qui rendent bien, mais que si tu es très proche, ça rend un peu moins bien. Genre cette plante par exemple, qui en fait n'est pas pleine de cailloux. Mais ça rend bien, c'est vrai. Et on voit ça et on se dit, vas-y, c'est marrant, ça coûte pas cher, on le prend parce qu'il y a vraiment aucun marbre là-dedans. Hein. C'est la seule erreur qu'a fait Orion, c'est de dire que c'était en marbre, mais c'est cool parce qu'on dirait du marbre. Et on a dit, les gens vont signer. Et du coup, il y a un peu des rapports, par exemple, Enzo qui signe Mind. C'est Mindseed, donc il signe ici. C'est les yeux, non ? C'est qui ici ? Ah oui, Grekia qui était un truc de bouffe, donc sur la bouche. Okay, donc toi, ça serait plutôt sur les yeux. Cassandre, c'était plutôt la lecture, mais elle a pas signé sur les yeux. Je vais mettre Alors, tu fais ce que tu veux, juste faut qu'il y ait un petit peu ton prénom ou Steph écrit en dessous, quoi. Steph de Orion. Je vais mettre un petit O. Et en attendant, on va inviter tout le monde à te suivre sur LinkedIn parce que personal branding. Des super posts, moi je confirme, je les ai tous vus, ils sont vraiment bien. Non mais en vrai, Zeroban, s'il n'y avait pas eu LinkedIn, je t'aurais pas connu et on serait pas là, quoi. Non, c'est clair. Et on serait pas des super copains maintenant. Oui. On n'est pas potes en fait. Super. Okay. On se reverra jamais après, mais on n'a pas dit que c'est le truc plus facile du podcast non plus, hein, mais... Elle a parlé pendant 2 heures de sa boîte sans faire une seule erreur. J'ai fait un petit step de Orion. Il devient tellement un pirate. Tu peux montrer la caméra ? Celle qui est là-bas. Moi, je suis pas très créa. Hein. Je suis une ingénieur. Eh bah écoute, trop bien. Merci beaucoup pour ta venue. Merci. Merci à vous pour votre accueil et puis bravo pour votre podcast. Et trop hâte de voir les prochains épisodes aussi. On te souhaite tout ce que tu veux. Ils seront forcément moins bien que le tien. Je suis pas sûre.